tous et qui se clôt par un débat d'actualité en présence non pas que d'architectes mais de maîtres d'ouvrage, d'habitants, d'élus. Donc je vous remercie d'être là. C'est un contexte un petit peu particulier et mobilisateur pour les architectes mais aussi pour toute la maîtrise d'ouvrage puisque est présenté cette semaine en Conseil des ministres un projet de loi sur le logement, la loi Elan, qui sera examiné à l'Assemblée le 17 et le 18 avril et qui présente beaucoup de mesures qui nous inquiètent en tant que maîtres d'œuvre et qui inquiètent aussi certains maîtres d'ouvrage. Le logement n'est pas un produit, c'est un enjeu majeur de la qualité de vie, c'est l'habitat, c'est ce qui nous permet ensuite de faire société ensemble. Et ce que je voudrais pas, c'est qu'on se trompe de débat. On n'est pas là pour défendre une profession, on n'est pas corporatiste, on n'est pas là pour défendre une procédure, mais on est là pour défendre la qualité de ce qui va être construit. Le braquage sur la loi MOP, etc., il va falloir ce soir qu'on arrive à dépasser ça. C'est un peu l'enjeu de ce débat pour se dire qu'est-ce qu'il y a derrière la loi MOP de fondamental qui nous permet d'expérimenter dans le logement ensemble, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, habitants, et qu'est-ce qu'on a besoin en 2018 et pour les années à venir pour maintenir cette qualité, pour la renforcer, pour lui donner un vrai poids économique et pour éviter les erreurs qu'on a vues dans le passé et qui font les ANRU et les copropriétés dégradées d'aujourd'hui. Le logement, c'est aussi un vecteur de lien social et une logique de politique économique et de transition écologique. Derrière le logement, on a toutes les filières courtes, on a plein d'écosystèmes économiques nouveaux, on a le bien-être des habitants, on a la construction et l'éducation de nos enfants quand le logement est trop petit et qu'on est en surpeuplement. On a la vie, quoi. Donc, derrière cette posture et cette loi MOP et cette loi Elan qui se construit, on doit dépasser donc tout ça et on doit dire et on doit montrer à l'État qu'on est capable tous ensemble de proposer des fondamentaux pour cette qualité. Alors, pour donner un peu le contexte ordinal, l'ordre depuis 3 mois, même plus, est extrêmement mobilisé pour la profession. On a sensibilisé le président de la République, le Premier ministre, le secrétariat général de l'Élysée, les différents ministères. Vous savez que c'est difficile, nous sommes sous la tutelle de la culture, la loi est portée par la cohésion des territoires, il faut donc faire le lien. On a mobilisé des députés de toute nuance politique par des courriers, par des rencontres, en utilisant des mots très simples, en utilisant des mots plus techniques, en adaptant notre discours à chacun. On a été auditionnés et on a aussi mobilisé des élus, des grands élus de ville. C'est extrêmement difficile, donc on a aussi, et je remercie tous les élus ordinaux qui ont fait cette tribune et tous les architectes qui l'ont signée et tous les maîtres d'ouvrage qui l'ont signée, on a aussi cherché à mobiliser le grand public et les médias à travers notamment une tribune qui a été signée par 6000 d'entre vous, une mobilisation sans précédent qui a interloqué et qui ne voulait pas se focaliser sur justement les aspects réglementaires, mais dépasser cela et aller vers les aspects sociétaux de la question de la construction du logement. Donc vraiment merci à tous les élus qui ont passé des coups de fil, qui ont rédigé cette tribune, c'était très important. La presse aussi, alors on a fait plusieurs interventions, certaines ont été remarquées et même on fait que certaines personnes qui portaient la parole inverse de nous ont dû sortir un peu du bois et venir s'expliquer. Et puis maintenant il y a l'heure de la réalité, on se retrouve face à une loi qui va être présentée à l'Assemblée nationale puis au Sénat, a priori en un seul tour, donc c'est une procédure accélérée, ça va aller très vite. Et les premiers amendements, ça va être le 12 avril, donc c'est demain. Ce qu'on va continuer à faire et ce qu'on va faire, c'est aller vers les députés et les sénateurs pour porter les amendements que vos élus et d'autres architectes sont en train de finir de rédiger avec les juristes de l'ordre, puisque porter un amendement, c'est pas simplement dire ce qu'on veut, c'est aussi le confronter au code et donc le mettre dans des règles du jeu juridique qui sont extrêmement fortes, surtout pour pas décrédibiliser une
profession ou un acte, parce qu'un amendement qui est refusé parce qu'il est mal rédigé, c'est une réelle catastrophe. Donc il faut aussi fédérer largement autour de cette ambition de qualité, et ce débat ce soir le souhaite. En tout cas, c'était notre volonté et notre envie. Élus, bailleurs, promoteurs, entreprises, artisans, habitants, tous ensemble, et appeler ceux qui portent la responsabilité d'aménager le territoire au-delà des postures pour qu'on puisse travailler ensemble et faire la ville ensemble. Et avec un objectif partagé, c'est construire mieux demain, construire effectivement mieux avec les nouveaux outils, se servir de tout ce qu'on a en notre possession pour le faire. Et voilà, donc c'est vraiment l'enjeu, l'esprit de ce débat que je vous demande de respecter. Ne soyons pas dans des conflits corporatistes, ça ne sert strictement à rien dans l'environnement, je vais peut-être être un peu cash, mais dans la logique actuelle et le moment actuel. Je vous remercie tous d'être là, je remercie particulièrement les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et le CAUE 78 qui ont, et monsieur le shaker qui est là, d'être présents pour ce débat et ces présentations. Et je laisse la parole à Jean-Jacques Cros pour mener l'intégralité du débat avec panache. Merci. Merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Jean-Jacques Cross, je vais tenir le rôle de Monsieur Loyal, je vais aussi être le candide, ou peut-être un peu celui qui met le poil à gratter. Et surtout, je serai le maître du temps, c'est-à-dire que je vais m'attacher à ce que les délais et le temps qui nous est imparti soient respectés et que les prises de parole soient à peu près égales pour tout le monde, pour qu'à la fin, on puisse, sans que ça nous amène trop tard dans la soirée, boire un verre ensemble et continuer à discuter. Dans cette soirée, donc, pour laquelle je vous souhaite la bienvenue, il y aura deux parties. D'abord, nous allons évoquer deux opérations immobilières, des opérations immobilières qui sont très différentes, qui vont servir peut-être d'exemple pour évoquer le travail de tous, les responsabilités de chacun, pour évoquer ce qui marche, peut-être ce qui marche moins bien, mais ça on en parlera aussi, et puis voir un peu ce que ça peut être une opération réussie. Et puis il y aura donc ces deux opérations, il y aura un deuxième temps, il y aura un débat entre plusieurs personnalités que je vous présenterai tout à l'heure, un débat sur le thème de la loi Elan, qui vient donc d'être adoptée en Conseil des ministres et qui va passer au Parlement. Le thème de ce débat sera la loi Elan, alors innovation ou régression. Si je voulais être à la mode et être dans le nouveau monde, je dirais innovation et peut-être en même temps régression. C'est ce dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, je vais introduire le premier projet qui a été choisi, c'est celui de la cité Renault au Mureau, un projet qui date de 2009, qui concerne 19 logements. Et donc pour en parler, je vais appeler d'abord Anna Kremseneiser, pardon, venez, excusez-moi d'avoir écorché votre nom, vous vous mettez ici et vous prenez le micro. Voilà, vous êtes responsable architecture et développement durable de l'immobilière 3F. À côté de vous, il va y avoir Lydie Chamblas, vous êtes architecte paysagiste de l'agence MAP. Mettez-vous au centre, oui, et prenez le micro rouge si vous... Voilà. Et à côté de vous encore, Elisabeth Roja-Lefebvre. Donc vous êtes directrice du Conseil Architecture, Urbanisme, Développement pour les Yvelines. Et vous êtes aussi à la tête de l'Observatoire de la qualité architecturale en Île-de-France, un organisme qui a été créé en 2005, dans lequel il y a un certain nombre de critères d'évaluation. Et donc, on verra comment ces critères d'évaluation, vous les regardez, vous les appliquez à ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, première question, en quoi cette opération immobilière, la cité Renault, au Mureau, 19 logements, peut être considérée comme emblématique et considérée comme un succès? Et donc, je vous donne la parole si vous avez envie de prendre la parole sur le sujet, ou sinon, Anna Kramnitzer. Voilà. Et vous avez un PowerPoint, oui. Voilà. Parfait. C'est pour vous. Et voilà.
Bon, alors. Voilà, il faut cliquer sur diaporama normalement et avec la première image, ça devrait aller. Voilà, présentation. On clique, voilà. Peut-être diaporama. Voilà. Donc, le projet concerne 19 logements au Muro en bordure de la cité Renaud. En bordure de la cité Renaud, qui est donc ici, le centre des Mureaux est ici. La cité Renaud, elle concerne à peu près un périmètre à peu près de cet ordre-là. C'est un projet en rue donc, qui a été lancé en 2006. Et ce projet de 19 logements donc, qui se situe sur cette parcelle, une parcelle très étroite, est le premier projet donc, en bordure du périmètre en rue, mais le premier projet. Donc il s'agissait de donner un peu le ton pour l'ensemble de ce qui allait suivre. Donc notre souci, enfin nous on aborde toujours les projets, et particulièrement celui-ci, parce que c'est toujours très délicat d'intervenir dans un site constitué notamment par une architecture de type grand ensemble, il est ouvert. Donc ce qu'on a vraiment pris à cœur de mettre en place, c'est vraiment une continuité, une insertion toute simple, très juste, qu'on a estimée la plus juste possible par rapport donc à comme on le voit ici, un tissu en peigne donc de cette cité Renaud qui logeait les ouvriers. Et on est venu donc ajouter simplement un élément qu'on voit bien dans la continuité de ces immeubles en peigne perpendiculaires à la rue. Donc on voit l'autre image ici, voilà. Donc on voit le pignon existant sur la droite, et puis notre immeuble qui se développe dans la profondeur de l'îlot par la suite. Donc ça, c'était vraiment le premier acte fondateur, c'était vraiment un plan masse qui vienne en continuité et qui donne du sens à ce qui précède dans la séquence urbaine. Voilà, donc ça c'est la parcelle, on voit une parcelle assez étroite, où donc l'immeuble qui comporte 19 logements va venir se développer complètement dans la profondeur. Donc le projet, si je viens, c'est juste pour vous montrer ça. Il y avait ça sur la parcelle, et on a proposé ça. Donc effectivement, il y avait un petit pincement au cœur de passer effectivement d'une petite pavillon meulière, qui est évidemment l'architecture iconographique de l'Île-de-France, avec donc un programme de 19 logements. Donc c'était cette espèce de décision de réemployer la pierre meulière. De réemployer la pierre meulière. Ouais. C'était vraiment ça nous a paru un peu comme une évidence quand on a vu la réaction des habitants, enfin voilà, quand on discutait avec les gens de la mairie. Pardon, c'est assez rare parce que c'est pas partout pareil. C'est-à-dire qu'on réutilise des éléments. Surtout il y a 10 ans, maintenant c'est dans l'air du temps le réemploi, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans c'était pas forcément à la mode. Oui. Mais là ça a vraiment été l'intérêt du concours, c'est malgré il y a certains détracteurs qui disent que le concours on est en chambre quelque part et on n'a pas de dialogue avec les gens qui s'occupent, les gens du terrain. C'est faux quand il y a une réunion préalable, puisque là c'était le cas entre autres. Et effectivement, l'urbaniste de l'époque, l'atelier JAM, les gens de la mairie, enfin on a eu, et Immobilière 3F nous ont dressé un portrait extrêmement fidèle de ce qu'ils attendaient par rapport au contexte et à la sensibilité évidemment urbaine de ce terrain. Donc on a proposé, donc comme je vous l'ai dit, de s'inscrire en continuité avec les immeubles précédents, de travailler donc une proue très étroite et puis de développer donc, le volume sur la droite avec une décomposition en R+2 qui permet de travailler donc, un morcellement qui va amorcer une séquence depuis la rue vers l'entrée. Donc on le voit par la suite. Voilà, donc on voit sur le plan de rez-de-chaussée ici. Ce qui est intéressant, c'est que donc on a l'immeuble qui est en retrait de la même manière dans la continuité donc, des immeubles précédents. Et puis donc on garde ce système de petits jardins qui est caractéristique également du tissu pavillonnaire. Donc l'entrée, ça c'est l'accès à la rampe de parking, et l'entrée piétonne se décompose avec plusieurs séquences, avec le porte-à-faux du volume en meulière qui se trouve ici, et puis une petite aile en rez-de-chaussée
qui permet de développer donc une première cour d'entrée et un jardin sur l'arrière. Et en travaillant donc l'accroche à la mitoyenneté. Donc c'est vraiment, c'était tout ce travail un peu fin de séquençage qui permet donc de développer la dimension domestique du programme, qui nous tient évidemment à cœur. Quand on fait du logement, on essaie vraiment de développer toutes les qualités d'usage possibles, et notamment les qualités domestiques qu'on voit ici avec voilà, le fait de rentrer chez soi, ça doit être agréable, tout simple, et décomposé en plusieurs séquences. Donc là, on voit, c'est le long de la rampe de parking, on voit donc l'accès vers la rue, on voit le retour sur la rue. Et tac. Donc ça, c'est une vue depuis la rampe de parking. Donc là, on voit bien que ça a aussi des vertus spatiales où on cadre la ligne de ciel. Le porte-à-faux au-dessus de la rampe de parking du volume en Meulière. Je vais un peu vite. Oui. Et donc là, c'est la façade sur le côté. On voit donc ce dont je vous parlais. La domesticité, donc, qui est notamment traduite par des grandes fenêtres toute hauteur qui permettent aux enfants de regarder dehors, c'est tout simple. Des volets persiennés qui permettent de réguler l'apport solaire et de renvoyer à l'image de la maison. Et puis donc un travail sur les garde-corps, sur l'opacité, qui permet donc de s'approprier ces surfaces extérieures, tout en préservant l'intimité des habitants. Alors, si vous me permettez, on va faire une pause dans la présentation. Je voudrais savoir comment vous avez analysé les besoins ou les désirs des gens qui habitaient là, des populations, pour, d'une part, leur dire, ben voilà, on va vous construire ça, et leur faire accepter ça. Si vous voulez, on se base sur, nous en tant qu'architectes, on a une expertise, on a quand même une bonne connaissance de la sociologie des gens qui vont venir à des besoins qui sont repérés par un ensemble de partenaires, dont évidemment le maître d'ouvrage fait partie en nous donnant un programme. Et ensuite, on s'inscrit par rapport à notre expérience propre, un échange, ce qu'on appelle la connaissance sociologique des usages dans notre culture, et notamment dans ces secteurs. Alors je vais donner la parole à Anna Kramnitzers pour compléter. Justement, quand vous avez eu affaire au milieu d'un grand immeuble d'ensemble en rue, etc., une opération comme celle-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit et comment ça a abouti à ce que l'on voit maintenant ? Je pense que ce projet, il s'inscrit dans son temps et dans son lieu. C'est ce qui en fait sa qualité. Il s'inscrit dans la trame parcellaire. Il s'inscrit dans les gabarits existants. Effectivement, la réutilisation de la meulière, qu'on appellerait économie circulaire aujourd'hui, est aussi un facteur d'appropriation, de domesticité pour les habitants. Et l'opération a été livrée il y a 9 ans et vit très bien. Les usagers, les habitants sont très contents. Alors, oui, pardon, mais parce que l'économie circulaire, il y a 9 ans, on n'en parlait pas du tout. On ne parlait pas du tout. Donc vous avez été... On réinvente des termes, mais pas forcément... Et donc c'était prémonitoire, vous avez été très en avance, là, vous avez anticipé ce qui est la thématique d'aujourd'hui. C'est ça. Oui. Oui. Elisabeth Roger-Lefebvre, oui, par rapport à ça, donc, et par rapport aux critères que vous, maintenant qui sont mis en avant, c'était aussi anticipateur. Hein. Ah. Micro bleu. Ça y est. Oui. L'observatoire que l'on a créé en 2005, l'ensemble des CIAE d'Île-de-France avec la DRAC qui est présente, que je remercie beaucoup. Le sujet de notre observatoire, c'est d'étudier des opérations qui ont au moins 3 ans d'existence et de revenir dessus, d'étudier aussi les plans de logement avec les habitants, de les interroger sur la manière dont ils les occupent. Et on s'est rendu compte, parce qu'on revient à nouveau, cette opération avait déjà été analysée il y a 5 ans, et à nouveau, elle est analysée par des étudiants en architecture aujourd'hui, donc à 5 ans d'intervalle, on revient à nouveau interroger les habitants et refaire des plans habités, des plans tels qu'ils les habitent. Et on se rend compte qu'ils sont très très heureux de la manière dont les logements ont été dessinés, parfois en utilisant de manière complètement étonnante certaines pièces, il les réinvente. Donc ça, je pense que c'est vraiment très intéressant aussi de revenir sur la manière dont les habitants
s'intéressent finalement à leur logement. Et cette opération-là a aussi un gardien. Et je pense que le gardien est très très important pour la vie du logement. Donc on ne sait pas toujours s'il y aura un gardien, mais je pense que, je ne sais pas Anna, moi ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire de logement et de la loi Elan, c'est la manière dont on va vivre dans le logement. Le concours d'architecture, effectivement, c'est un sujet, mais aujourd'hui les maires sont à 2 ans des élections. Et tout à coup, ils viennent nous voir en nous demandant, je pense à ça par rapport à l'image de Meulière, la petite maison en Meulière qui est démolie et qui va être le lieu d'une construction beaucoup plus importante. Aujourd'hui, les maires sont face à des panneaux de chantier sur lesquels on écrit « honte aux maires » parce qu'on construit pour les habitants trop. Et je pense que les concours d'architecture sont le lieu d'un débat, peut-être, devraient être le lieu d'un débat avec la population. Et si on tenait ça comme élément de concertation, je pense que les élus seraient beaucoup plus prêts à soutenir la suite des concours, enfin une espèce d'obligation de concours de manière beaucoup plus forte, si ça leur sert à quelque chose. Voilà. C'est une proposition que je ferais bien par rapport à ces sujets. Alors moi je voudrais qu'on revienne avec vous sur l'intérieur, parce que vous m'avez beaucoup parlé, on s'est eu au téléphone, sur la qualité d'usage. Qu'est-ce que c'est la qualité? Et donc, est-ce que ce sont des choses, des appartements traversants? Est-ce que ça veut dire qu'on met de la lumière un peu partout? Vous avez parlé de grandes fenêtres, mais par exemple, est-ce qu'on évite de mettre la cuisine complètement au fond, en aveugle? Est-ce qu'il y a une fenêtre dans la cuisine? Est-ce que les parties communes sont éclairées? Comment vous avez fait pour faire vivre ça avec une qualité d'usage augmentée? Comme on le voit sur le plan, c'est une opération qui n'est pas extraordinaire. Enfin, elle est modeste, c'est une opération de logement. Une opération de logement, pour moi, c'est pas un équipement public qui doit être emblématique, qu'on doit repérer dans la ville. C'est une opération qui se veut simple, de qualité, c'est-à-dire au plus près des gestes du quotidien. Enfin, on doit s'y sentir bien. C'est vrai que la Meulière, c'est un peu emblématique au niveau de l'icône, mais c'est une icône qui renvoie à la maison. Enfin, c'est tout simple. Et c'est vrai que les plans ne sont pas innovateurs au sens... on était extrêmement contraints de par le programme dans une parcelle aussi petite. Donc les plans sont le mieux organisés possible autour d'une cage d'escalier qu'on voit éclairée. La cage d'escalier elle-même est éclairée et le palier lui-même est éclairé. C'est deux choses différentes. Parce qu'effectivement, il y a le temps d'attente devant l'ascenseur et c'est intéressant d'avoir de la lumière, de pouvoir jeter un coup d'œil par la fenêtre. Et là, notamment, c'est sur le jardin de l'opération d'à côté, donc c'est plutôt sympathique. Et après, il y a le travail sur le logement lui-même, qui est effectivement les surfaces qui sont données par 3F sont des logements qui, aux normes actuelles, sont plutôt généreux. Oui. Donc, qui nous permettent d'organiser les choses de manière confortable, mais comme on le faisait dans les années 70, c'est-à-dire avec une cuisine éclairée, dans lequel on peut déjeuner, un grand séjour, le plus grand possible. Enfin. Et puis effectivement, dès qu'on peut, de multiples orientations pour profiter effectivement de la course du soleil, de différentes vues, de ventilation naturelle qui gère le confort d'été. Enfin, des choses toutes simples, mais qui deviennent exceptionnelles quand on ne prend pas le temps de réfléchir et de bien régler le projet. Quelquefois, c'est exceptionnel. Parce que l'intérêt du concours, c'est un concours dans la mesure où on se donne le moyen, on valorise la matière grise, on valorise la réflexion. Et un bon projet, pour moi, c'est surtout lié. Le talent, évidemment, c'est-à-dire que le concours sélectionne a priori des équipes qu'on considère qui sont aptes à faire le job. Après, il faut travailler. Un bon projet, c'est un projet sur lequel on travaille. Et Anna Kranitzer, alors par exemple, le fait d'avoir que 2 appartements sur le même palier, on aurait pu imaginer qu'il y en ait beaucoup plus. La mode, elle a été beaucoup plus. Il y en a un petit peu plus que 2, mais ça dépend des typologies de logements, mais il y en a maximum 5. Oui. Donc effectivement, 5 logements desservis par une circulation éclairée naturellement, ça favorise évidemment la vie collective, les échanges sur le palier, effectivement, les couloirs pas glauques, pas trop longs, on repère tout de suite sa porte. Effectivement, les plans, là, ils illustrent parfaitement, nous, tous les fondamentaux de notre cahier des charges sur le logement. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier aujourd'hui où on parle
on parle de construire plus vite, moins cher et aussi mieux, mais mieux, appuyons-nous sur les fondamentaux. Et je trouve que cette opération, elle illustre parfaitement la valeur d'usage d'un logement, c'est-à-dire une unité résidentielle pas trop importante, effectivement des logements traversants, ventilés, éclairés, une vraie cuisine, et que voilà, si c'est les fondamentaux de notre cahier des charges, c'est parce que notre retour de gestionnaire nous montre que ça favorise le vivre ensemble. Avec apparemment une réflexion sur la valorisation de la relation avec le voisinage. C'est-à-dire que vous avez essayé de faire en sorte que ça s'intègre, l'immeuble est très différent, mais que ça s'intègre dans un environnement ou dans un voisinage qui accepterait l'immeuble et dans lequel on se sentirait bien. Oui, ça c'est bien sûr tout le travail qui est fait en collectivité, en partenariat avec la ville, avec l'urbaniste coordonnateur qui est Jam, qui n'est pas là ce soir, mais qui a fait tout ce travail aussi de cohérence urbaine. Et là, c'est d'autant plus important que c'est un projet de renouvellement urbain, donc où les gens viennent des bars et des tours de la cité Renault. Et donc, on leur propose quand même autre chose, une autre manière de vivre, avec une échelle plus appropriable. Alors moi, je voudrais vous poser, vous y répondrez à tour de rôle si vous le souhaitez, mais un certain nombre de questions qui me titillent. Il y a eu un jury, bon, d'accord, il y a eu un concours. Est-ce que ça a été pour vous la meilleure façon d'avoir de la créativité? Est-ce que ça vous a fait perdre du temps? Est-ce que c'est le fait de faire un concours a fait que ça a été plus cher? Est-ce que, enfin, c'est une thématique qu'on entend quand on entend le concours d'architecte, hein. Le concours, on le pratique depuis 10 ans, on en est à notre 500e, je crois, à peu près. Donc globalement, on est assez organisé pour organiser des concours efficaces, rapides. L'opération a été livrée en 3 ans, c'est pourtant issu d'un concours, on n'aurait pas fait plus vite sans concours. Alors, des appels d'offres. Voilà, c'est peut-être plutôt les appels d'offres qui peuvent plutôt ralentir un peu les délais, mais là on est quand même sur des délais assez maîtrisés. Et puis le fait de choisir collectivement un projet avec la collectivité, avec les CAE qui sont toujours associés à nos jurys d'architecture, ça permet qu'on partage dès le départ le projet et qu'ensuite le projet est accepté, et ça facilite bien sûr le dépôt de permis, alors que quand on démarre sur la base de rien, on fait beaucoup plus d'allers-retours et beaucoup plus itératif, et on ne gagne pas de temps. En dehors du fait qu'évidemment, je pense que le concours est assez stimulant et fait émerger de l'intelligence dans le projet, et propose aussi plusieurs choix à un jury, à un élu, à un maître d'ouvrage, qui fait qu'il a l'impression de faire un choix plus intelligent. Voilà. Elisabeth Et puis je crois que ce qui est important aussi, c'est que les élus débattent pendant le jury. Et au Murau, on est dans une collectivité qui est là depuis 3 mandats, avec une culture qui petit à petit s'est faite avec Jam, bien sûr, qu'on a accompagné aussi. Et je pense que ça, c'est très très important. Il n'y a pas suffisamment de culture architecturale de la part des élus. Ce sont ceux qui viennent le moins aux formations, et parce qu'ils n'ont jamais le temps. Et je pense que ça, c'est franchement quelque chose de très très important. Et le jury, le concours, c'est l'occasion justement de discuter avec eux au préalable, de discuter avec eux sur le programme, de discuter avec eux pendant le jury, et après avec les architectes également. Tout au long du projet ensuite aussi. Autre question, est-ce que c'est un projet qui a coûté plus cher que la normale? En termes de mètres carrés, est-ce que c'est un projet cher? On est dans les conditions parfaitement classiques du logement social. Ni plus ni moins. Bon, autre question, ça date... Oui. Moi, c'est juste par rapport à ce que vous dites, par rapport à l'émulation que peut provoquer un concours. Enfin, oui. Nous, à l'agence, on fait 90% de concours, et les quelques immeubles de logement qu'on a fait hors concours, c'est moins... Non, il y a une espèce d'émulation, le fait de se donner à fond pendant un temps très court. Moi, je trouve que c'est hyper excitant. Puis en général, ça mobilise une bonne partie de l'agence. Il y a une espèce d'excitation, une ambiance... une ambiance qui est plus créative dans l'agence quand il y a des concours. Il y a aussi un débat qui s'instaure au sein de l'agence pendant le temps du concours. Enfin, c'est assez vertueux. Enfin, moi, il me semble, en tous les cas, pour nous, c'est une procédure très vertueuse. Autre question que je voudrais vous poser, c'est un projet qui date de 2009. Est-ce qu'il vieillit bien? C'est-à-dire, est-ce que les coûts de maintenance, les coûts pour rester au même niveau, est-ce que ça explose, ou est-ce que ça reste un coût qui est absolument supportable? Les coûts de gestion sont totalement classiques. On est en plus sur une petite unité donc qui favorise le vivre ensemble, donc il y a peu de dégradation.
Voilà, le projet est performant thermiquement, les charges sont assez faibles. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas tout à refaire, il n'y a pas de... pas tout à refaire. On a eu un petit souci sur les volets liés au bois au départ. Et voilà, l'architecte investi de sa mission complète est toujours là 10 ans après pour nous accompagner sur le sujet. Et les habitants, ils sont heureux, puisque c'est ce qu'ils nous rapportent. Donc c'est quand même ça le fond du problème. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Finalement, au bout du compte, au bout de 9 ans, est-ce que les gens sont contents d'être là, d'être heureux d'être là? Tout à fait, oui, vraiment. Parce que là, ce qu'on a, bon, je vais être un peu méchant, on a une habitation qui correspond à ce qu'attendaient les gens. Souvent, on a le sentiment inverse, les architectes font quelque chose et c'est aux gens de s'adapter. C'est ce qui traîne dans l'état d'esprit commun. C'est-à-dire que, bon, allez, je vais être méchant. Il y a des fois des immeubles où on se dit, on voit bien que l'architecte, il n'habitera pas là-dedans. Là, vous êtes en train de nous montrer le contraire, mais il y a cette réaction-là quand même, souvent. Donc le bonheur des gens dans les appartements ou dans leurs immeubles n'est pas forcément quelque chose que le grand public a dans l'idée quand il voit une construction. On est quand même loin du geste architectural, on est plutôt dans l'insertion, dans le... Ouais, à vous montrer le jardin et tout. Oui, bien sûr qu'il y a des jardins, oui. Oui. Donc vous avez créé une résidence de gens heureux. Oui, je pense. Et puis on est dans un quartier qui est énormément transformé, puisque c'est la première des opérations, c'est ce que disait Lydie, alors que depuis, il y a eu de nombreuses petites opérations qui se sont faites avec des bailleurs différents, et l'ensemble du quartier a été complètement transformé. Donc je pense que les habitants, ils sont aussi très sensibles. Il y a un soin aussi dans les espaces publics. Le bâtiment de logement n'est pas le seul élément qui soit important. L'ensemble du quartier a retrouvé vraiment une autre image, et je pense que ça redonne un peu de dignité aussi aux habitants. Et c'est très important. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames. Je vous demande de les applaudir. Et vous allez pouvoir regagner vos places. Et donc, nous allons maintenant évoquer une deuxième opération immobilière, à savoir 32 logements et espaces d'activité de la rue Le Bourg à Montreuil, qui date de 2015. Et alors, pour évoquer cette opération, je vais demander à Anna Pezzoni de venir et de s'installer. Voilà. Voilà, mais aussi à Paul Jarquin, voilà, et aussi à Gaillard-le-Chéquer, qui est maire adjoint de Montreuil, délégué à l'aménagement durable de l'urbanisme. Paul Jarquin, vous êtes PDG de REI Habitat, vous avez assuré la maîtrise d'ouvrage, et surtout, alors, on ne va pas le cacher, vous êtes un adepte de la construction en bois. Voilà, donc, on va voir que ça a une influence sur ce que vous allez nous montrer. Présentez-nous le projet donc de Montreuil, la rue Le Bourg. On va le présenter et puis on fera quelques discussions ensemble, puisque nous, on a travaillé sur un projet avec REI dans la ville de Montreuil sur une opération de diffus, donc ce n'était pas un concours, mais une commande. Donc c'est un autre type de projet. On se trouve donc à Montreuil avec REI Habitat qui est là, Archi 5 et puis le paysagiste Coloco. On a comme point de départ, et pour nous la qualité du logement, c'est d'abord de regarder ensemble dans la même direction. C'est peut-être un cliché, mais ça fait vraiment sens dans le travail qu'on a effectué avec Paul sur ce projet, parce qu'on partage les mêmes convictions pour le logement. Alors c'est aussi, c'est aussi assez rare de travailler avec un maître d'ouvrage qui affirme à ce point des convictions, et puis de se retrouver dans ce type de convictions. Donc, pour parler des nôtres, je dirais que les deux axes de travail pour faire du bon logement en ce qui nous concerne, c'est le rapport à la nature et puis le bien vivre ensemble. Ça peut paraître des grandes banalités, mais finalement, dans la qualité de l'habiter, moi, je parlerai de choses simples, parce que je ne vais pas faire de la démagogie, mais tous les architectes qui sont ici le savent, qu'on est
On est une profession qui est noyée par une tonne de complexité, par des labels, par des normes, par énormément de choses qui, je dirais, polluent notre façon d'appréhender les projets. Nous, ce qu'on veut faire, hein, et vous l'évoquiez juste avant, c'est des logements dans lesquels on aimerait habiter, dans lesquels on se voit, dans lesquels on a envie que les gens se sentent bien. On travaille pour des gens, on le sait. On le sait collectivement parce que un promoteur, son premier objectif, c'est quand même de vendre ses logements et que les gens s'y sentent bien et qu'ils puissent en vendre d'autres et faire les choses bien. Et donc, pour nous, c'est vraiment une affaire d'équipe et de simplicité. On a donc 32 logements, 1900 mètres carrés chables, c'est pas une grosse opération, un espace d'activité, un jardin partagé, c'est un projet tout en bois, avec 15 mois de chantier et 4 millions d'euros de travaux. Alors, l'avantage, et ça a été la contrainte liée à ce projet, puisqu'on est parti sur une petite parcelle avec un jardin protégé. Donc, en matière de rapport à la nature, on a été servi, puisqu'on a dû conserver tous les arbres qui étaient existants sur le site. Alors, peut-être un petit mot de la part de Paul sur sa conviction profonde de l'opération en bois. Le bois. Le bois. Alors, peut-être pour parler aussi du partenariat entre REI Habitat et Archi 5, cette opération de Le Bourg, c'était notre 3e opération en commun, si j'ai bonne mémoire. On avait fait l'Anthracite, Condorcet et Le Bourg. Donc c'est des opérations... Alors il se trouve qu'on a nos bureaux aussi qui sont vraiment l'un à côté de l'autre. Hein. Littéralement, moi je vois l'ordinateur de Anne quand elle travaille. Et pourquoi je commence par ça? Parce que c'est vrai que sur la construction bois, nous on a démarré ça il y a maintenant 8 ans, hein, c'était en 2009. Donc, alors on a toujours construit en bois, mais c'est vrai que des immeubles collectifs en ville, ça c'était plutôt une innovation et on était vraiment les premiers sur ce secteur-là. En tout cas en Ile-de-France, parce que je parle toujours du toit vosgien dans les Vosges qui avait déjà réalisé des belles opérations. Et peut-être juste alors sur le bois, nous c'est vrai que c'est vraiment une conviction de départ. REI, c'est une aventure entrepreneuriale et moi je rentrais des États-Unis où j'avais eu un petit peu un trop-plein de consommation, émissions de carbone et d'un modèle qui me plaisait plus. Et donc quand je suis revenu en France, je me suis dit vraiment je vais essayer de changer les choses et de développer une structure avec alors j'avais des compétences dans l'immobilier, donc je me suis lancé dans ce que je savais faire, mais en se disant comment on peut vraiment transformer l'immobilier et comment on peut avoir le plus d'impact carbone et donc le bois. Alors je vous interromps. Gaillard Le Checker, donc vous êtes maire adjoint à Montreuil. Cette opération rentre complètement dans le cadre de la charte de la construction durable que vous avez élaborée à l'intérieur de votre ville? Si vous me permettez, d'abord, je voudrais adresser un message fort, personnel, mais aussi celui de la ville de Montreuil, de soutien au travail qui a été impulsé par l'Ordre des architectes, car vous l'avez dit, Madame la Présidente, au-delà des débats, des clivages ou éventuellement des oppositions qui peuvent exister, vous avez fait un formidable travail d'explication et de pédagogie sur l'importance de bien vivre et de bien vivre ensemble. Donc je tenais à vous remercier et à vous dire que vous avez notre soutien. Plus globalement, par rapport à l'opération en question, je dirais qu'elle a même anticipé le travail d'élaboration de notre charte de la construction durable. Nous sommes arrivés aux responsabilités en 2014. Et dès le début, l'urbanisme chez nous, la construction de la ville, et ça fait écho à ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure, a toujours été un sujet de confrontation parfois violente entre les opérateurs et la ville, entre les opérateurs et les habitants qui se révoltent contre des opérations immobilières. On a une ville qui s'est transformée très rapidement, probablement à un certain moment, beaucoup trop rapidement par rapport au rythme de vie qui est celui des habitants. Et l'opération de la rue Le Bourg, alors je pense que le fait que Paul et Anne aient une connaissance particulière de Montreuil a été un élément facilitateur, mais par exemple cette opération, pourtant assez dense, à proximité d'un quartier, on va dire plutôt de zone type pavillonnaire, de faubourg, zéro recours de la part des riverains.
Et je le dis, je ne veux pas trop flatter Paul, mais chacune de ces opérations, les 3 en question, sont sorties sans que jamais il n'y ait eu de recours des habitants. Pourquoi ? Parce que je crois, et les discussions qui avaient lieu tout à l'heure, il y a une responsabilité partagée, évidemment la responsabilité des élus, travailler à l'acceptabilité des projets, à construire un discours dans le sens noble du terme sur la façon dont on essaye d'amener les habitants à la construction de la ville de demain. Et puis il y a ce travail intelligent que nous avons à faire. Les élus ne sont pas des sachants au-dessus du lot. Moi j'ai appris en vous côtoyant. Anne a contribué par exemple avec Archi 5 à l'élaboration de cette charte de la construction durable avec des aménageurs, avec des promoteurs. Mais ce sont des éléments qui nous permettent de bien faire les choses, je pense. Alors, si vous me permettez, parce que vous êtes allé plus loin, vous avez fait un financement participatif, vous avez fait du crowdfunding. Alors, expliquez-nous comment vous avez pu faire. Est-ce que c'était parce que c'était une population particulière ou parce que vous aviez envie d'avoir d'autres rapports avec les financeurs ? Bah, c'est vrai que en fait, ça s'intégrait dans une philosophie un peu globale du projet. On vient de le voir sur la question du recours. Bah, en fait, de ne pas avoir de recours, c'est anticiper très en amont et être vraiment dans la co-conception. Alors, des fois, je me fais charrier par mon élu favori, parce que nous, quand on fait nos rencontres, bah, c'est vrai qu'on essaie de casser un petit peu le côté concertation publique, des choses qui vont être un petit peu lourdes, et d'être vraiment dans la convivialité pour créer un lien de confiance avec les gens, afin que derrière, bah, ils se rendent compte qu'on est encore à un stade où on peut faire évoluer le programme, on peut faire évoluer le projet, et on n'est pas juste, bah, voilà, on a déposé un permis de construire, il est prêt, on vous le présente, et de toute façon, il n'y aura pas de modification. C'est aussi simple que ça. Donc, et dans cette logique un peu du faire ensemble, bah, le crowdfunding immobilier, c'était aussi, dans nos grandes ambitions, au-delà de l'impact carbone, bah, c'est aussi de changer un petit peu l'économie et rentrer dans un nouveau modèle, et de donner l'opportunité à des gens bah, d'avoir de l'impact à leur argent, et aussi un peu de tracer leur argent. C'est-à-dire que quand on fait une opération de crowdfunding, bah, les gens ils investissent dans un projet immobilier concret, et ils savent exactement où vont leur argent. Et dans nos rencontres festives, où bah, on invite aussi les personnes qui ont investi. Donc on s'est retrouvé dans des situations où bah, on a fait des ateliers participatifs ou des événements où on avait à la fois les investisseurs qui avaient permis à cette opération de se réaliser, les futurs habitants qui, bah, au lieu d'avoir simplement un rapport avec un maître d'ouvrage, j'ai signé un contrat de réservation et on me livre. Maintenant, tout au long du programme, nous, on avait des programmes pédagogiques qui leur permettaient de s'approprier la future résidence. Et donc, le crowdfunding, ça s'inscrivait dans cette logique-là. Dans ce côté participatif-là, est-ce que ça veut dire que vous avez tenu compte de ce que, par exemple, les futurs habitants pouvaient vous dire? Et qu'est-ce que ça vous a amené à faire comme modification, par exemple, concrètement? Alors, concrètement, on a travaillé sur... en fait, justement, le participatif, le principe du participatif, c'est que c'est le domaine de ce qu'on ne peut pas prévoir, puisque de la liberté naîtra quelque chose. Moi, je vais me référer à Rovelli qui nous dit que ce qui existe, ce sont les événements et pas les choses. C'est quelque chose auquel on croit vraiment. Et en fait, toute la mise en pratique de cette chose-là, c'est de laisser de la place, de laisser matière à ce que les choses changent. Donc c'est le laisser faire. On a tous en mémoire Gilles Clément qui depuis 20 ans nous parle du jardin planétaire, nous parle de cette liberté-là pour les végétaux, mais je pense que même si nous on fabrique des choses en dur, eh bien on a cette possibilité-là de laisser une place à laisser advenir. Ça se voit dans les appartements, c'est-à-dire que dans la conception des appartements, il faut laisser de quoi intervenir, de quoi modifier. Alors, pardon, mais concrètement? Concrètement, c'est des cloisons, c'est des plateaux libres, c'est des orientations, des baies qui sont disposées de manière à pouvoir modifier un appartement et se l'approprier vraiment. C'est aussi des TMA pour les architectes, assez régulièrement, mais en tout cas, c'est cette capacité à laisser les choses libres.
Et c'est vrai que sur cette opération-là, ce qu'on a fait aussi en particulier en partenariat avec Coloco, donc c'était à la fois le paysagiste, mais on l'avait missionné pour animer les ateliers participatifs. Et il y avait un certain nombre de programmes, notamment ce jardin, je crois qu'on le voit un peu plus loin. Donc on avait un grand jardin de près de 500 mètres carrés. Et donc là, l'idée, c'était de... Alors, au-delà du fait qu'on avait fait une étude phytosanitaire pour conserver l'ensemble des arbres qui étaient existants, et ça c'est quelque chose qui pour le quartier a été très important parce que c'était un espace paysager protégé, donc par définition il fallait qu'on puisse avoir la biodiversité existante sur le site qui soit conservée. Donc ça c'est ce qu'on a fait avec le paysagiste. Et dans le cadre de ces ateliers, l'idée c'était vraiment de dire aux gens qu'est-ce que vous voulez faire de jardin participatif. Nous au début on avait une envie forte, quand je dis nous, les architectes, le paysagiste et le promoteur, au niveau de l'agriculture urbaine, parce que on y voyait une façon, dans le cadre des ateliers créés, alors, le vivre ensemble, là c'était parfaitement ça, c'était les gens se rencontrent, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc il y avait ça qui a vraiment très bien fonctionné. Et pour vous donner une anecdote, c'est que... Alors, vous voulez me poser une question? Non, l'anecdote, mais après, je vais vous poser des questions. Je ne sais pas si on le voit un petit peu. Là, on voit quelqu'un qui travaillait. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on avait prévu, qui est de l'agriculture urbaine, c'est le cas aujourd'hui. Et ce qui s'est même passé, c'est que non seulement aujourd'hui, donc les gens se rencontrent, là, c'est le printemps, donc quasiment tous les week-ends ou tous les deux week-ends pour planter et faire ensemble. Et en fait, dans le cadre de ces rencontres, il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui ont été créés, et on est en train de créer une ruche en fait de la résidence. Il y a un compost qui est en train d'arriver, et donc en fait, les gens de façon un peu maintenant autonome se sont non seulement appropriés dans le cadre de la liberté qui avait été proposée, les sites, donc les parties communes, et maintenant la font vivre et sont rentrés dans cette logique. C'est le moment donné où j'achète un logement, je change un peu de vie, et donc je change aussi ma façon d'habiter. Le temps passe vite, mais je voudrais vous poser quelques questions poil à gratter. Vous n'avez pas le sentiment quand même d'avoir fait un ghetto de bobos? Ça fait beaucoup rire. Bon, alors, on a fait un ghetto de bobos, ça c'est sûr. Vous me le dites. Non, mais enfin, moi je considère pas cet immeuble comme un ghetto. Parce que alors comme une résidence de bobos. Comme une résidence de bobos. Et alors, on rejoint la première chose qu'il faut dire aussi ensemble, c'est que lorsqu'on construit un bâtiment, on le construit dans un contexte. On le construit dans un contexte qui va déterminer tout un tas de choses, comme qui va l'habiter et les coûts de construction, parce qu'il faut aussi parler des coûts de construction, qui sont un élément déterminant. Je vais vous en parler. Et vous allez nous en parler, mais l'affaire du bobo, elle est très liée aussi aux coûts de construction, aux coûts aussi d'achat des logements. Alors, parce que... Moi, je voudrais battre en brèche cette histoire-là, parce que Anne a raison, pardon, mais Montreuil Anne a très, raison, très envie de changer de sociologie. Attention de qui on parle, parce que quand on parle des bobos à Montreuil, je connais bon nombre de bobos qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons voulu cette opération, en est l'illustration, mais nous avons aussi eu des opérations notamment de logements sociaux, je pense notamment avec Osica en plein centre-ville rue Girard ou avec l'OPHM, où on arrive à créer des opérations avec de fortes exigences en matière architecturale, environnementale, réutilisation de matériaux existants sur site comme ça a pu être présenté, et qui nous permettent, y compris sur des opérations de logements sociaux, d'offrir des lieux où il fait bon vivre, où on a du jardin partagé, et donc on n'a pas un objet isolé du reste de la ville. Et ça, c'est souvent le faux procès qui est fait aux architectes. Les architectes travaillent quand même à l'échelle d'un îlot, d'une vision de la ville et du territoire, et donc de créer cette mixité et de contribuer avec nous à créer cette mixité. Je vous donne l'occasion de répondre si vous voulez, mais en même temps, donc vous avez mis en valeur la qualité. Est-ce que ça vous a coûté plus cher? Ça veut dire, est-ce que les prix de sortie sont à peu près normaux, cohérents et dans la norme de ce qui se fait autour? Moi, je voulais juste aussi rebondir sur le bobo, parce que c'est vraiment une question. Alors, moi, vous avez énervé les Montreuillois. Non, mais les bobos. Moi, je vais vous répondre oui et non. Il se trouve que j'habite dans cette résidence, mais j'ai grandi, voilà. Et vous croyez que ça vient en contradiction de ce que je suis en train... Non, j'ai rien dit. Non, mais alors, moi, j'ai grandi à Montreuil, donc il y a 30 ans, Montreuil, j'ai 2 rues d'ici, il n'y avait pas de bobo. C'était
C'était alors, je ne sais pas comment appeler le territoire, mais bon, je suis un ambassadeur de la Seine-Saint-Denis, donc on dit, quand on s'est débrouillé, fallait se débrouiller à l'époque, c'était pas la même population qu'aujourd'hui, on dira juste ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup je trouve qu'il y a trop de consanguinité dans notre résidence aujourd'hui. On est vraiment, j'ai 34 ans, mais là, je dois représenter la moyenne d'âge où c'est peut-être une quarantaine d'années, mais on est vraiment sur du 30-45 ans. Après, moi, je me pose moi-même la question, est-ce que je suis un bobo? Je ne sais plus trop ce que ça veut dire en fait, parce que ça a l'air d'être un mot un peu péjoratif. Ce que je me rends compte quand même, c'est que si on regarde l'impact carbone de chaque habitant aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience collective des gens qui habitent dans cette résidence. Et ça, pour nous, c'est quand même un grand, grand succès. Non seulement ils sont heureux, mais on est en train de vivre un peu une écologie heureuse, où voilà, le compost, les gens et il y a une mobilisation. D'accord. Mais voilà. Le coût de sortie, le prix de sortie, est-ce que vous êtes dans la norme des prix de sortie? Montreuil et la municipalité y veillent, puisque dans le cadre de notre charte de la construction durable, il y a à la fois des prescriptions en matière architecturale, paysagère, etc., mais il y a également des recommandations en termes de prix de sortie qui nous amènent sur les opérations dans le secteur du Bas-Montreuil, et actuellement aux alentours de 4 800, dans le neuf, 4 800 € le mètre carré. Quand on est dans des opérations non maîtrisées, on peut se retrouver avec des prix beaucoup plus élevés. Donc, Paul le sait, généralement, je suis un peu sur son dos et sur ses bretelles Paul, pour veiller à ses prix de sortie. Ça veut dire que vous avez réduit les marges? C'est vrai que nous, sur des opérations comme ça, aujourd'hui, non seulement on construit un peu plus cher, tout ce qu'on offre, prendre des paysagistes comme Coloco, faire des ateliers participatifs, ça coûte de l'argent. La chance qu'on a, c'est qu'on est un maître d'ouvrage qui n'a pas des actionnaires à rémunérer, donc on ne fait pas du tout les mêmes marges que les autres promoteurs. Donc nous, aujourd'hui, on est effectivement dans un modèle économique qui n'est pas le modèle économique traditionnel de la promotion immobilière. Ça fait partie de notre parti pris et on l'assume. Mais c'est pas une opération sur laquelle on a non plus perdu de l'argent, c'est juste qu'on fait des marges moins importantes. Est-ce que c'est un exemple qui peut être exporté? Est-ce que c'est un exemple à suivre? Alors pour nous, c'est un exemple à suivre dans ce qu'il véhicule. Après, on ne fait pas de bâtiments en série, on fait que des prototypes qui sont liés à un contexte. Et voilà, on a vraiment peu de temps pour en parler, mais le contexte, il est extrêmement multiple. C'est un site, c'est un voisinage, c'est des habitants. Alors, on parlait des bobos, mais je pense que c'est vraiment aussi une question de rencontre avec un public à un instant donné. Et si on a envie de faire des logements en bois, déjà, je pense qu'il y a 5 ans, c'était peut-être quelque chose qui effrayait des gens et qui pouvait attirer des trentenaires bobos, mais pas tout le monde. Et aujourd'hui, on voit que c'est passé dans le domaine public. C'est bon, c'est quelque chose qui a été dépassé. Donc c'est aussi que la question du logement, on ne peut pas la prendre complètement de manière générale. Je pense qu'il faut vraiment être dans une idée de contexte. Voilà. Gaillard Le Shaker, donc est-ce que vous, en tant que maire adjoint, vous êtes content? Est-ce que vos habitants là sont heureux? Alors ils le sont, objectivement. Je pense qu'il y a un plaisir à habiter à Montreuil. Montreuil est une ville qui est attractive. Et moi, en tant que maire adjoint, je suis effectivement heureux puisque je crois beaucoup à ce que vous disiez tout à l'heure, à cette nécessité pour les élus de se confronter régulièrement, évidemment, aux habitants, aller à leur rencontre, être en capacité d'écoute, mais de savoir aussi parler à des sachants, à des gens qui amènent un certain savoir-faire, un professionnalisme. Et je viens de faire voter un plan local d'urbanisme révisé, où quand je vous disais tout à l'heure que historiquement à Montreuil, on sortait souvent avec le gilet pare-balles quand on allait parler immobilier, eh bien à la fin de la réunion, les gens applaudissaient parce qu'on avait réussi, je pense, peut-être qu'on se trompera à l'avenir, mais à créer un climat de discussion, d'échange, de débat sur la façon dont on conçoit la ville et comment on veut la faire vivre ensemble. Et donc ce type d'initiative et le débat de ce soir, de mon point de vue, contribue à faire en sorte que dans un monde un peu morose, les gens soient heureux de vivre dans la ville où ils ont choisi de vivre. Merci à tous les trois d'avoir été là. Je vous propose de les applaudir. Voilà. Et vous allez pouvoir regagner vos places. Et donc maintenant, nous allons parler de la loi Elan, qui a été adoptée mercredi au Conseil des ministres, qui va être discutée très rapidement au Parlement. Le principe de la loi, c'est construire plus, construire mieux, construire moins cher. La première question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible d'allier les trois choses en même temps? Et la deuxième question qui sera au cœur de notre débat, c'est la loi Elan, synonyme de innovation ou régression.
Et donc, pour en parler, eh ben, je vais demander à nos invités de venir me rejoindre. Alors d'abord, Emmanuel Kolbock, vous êtes architecte, venez me rejoindre. Je vais vous mettre, allez, ici. Voilà. Merci à vous. À côté de vous, il y aura Sarah Wertheimer. Où est-elle? Oh là, voilà. Et donc, vous êtes directrice du développement grand projet chez Vinci. Voilà. À côté de vous également, Sylvie Vandenberg. Merci de me rejoindre. Voilà. Vous êtes directrice générale Logis Transport. C'est la filiale logement de la RATP. Et donc, si j'ai bien compris, 8000 logements pour l'instant, mais vous avez bien l'intention d'aller beaucoup plus loin. Vous m'avez dit 10 000 ? Oui, j'aimerais bien plus, mais bon. Je suis un peu limitée. Bon. Et puis, Serge Contat, vous êtes directeur général de la RIVP, la Régie immobilière de la Ville de Paris. Alors, un bailleur social, 60 000 logements. Oui. Et Didier Cornuel, venez me rejoindre. Vous êtes professeur d'université, spécialiste en économie immobilière et politique du logement, et vous êtes l'auteur, tout dernièrement, en novembre 2017, d'un livre sur marché du logement et aide publique aux éditions L'Harmattan. Merci à tous d'être avec nous. C'est à vous que je vais poser la première question. Donc, vous allez récupérer le micro. Voilà. En vous posant une question simple, dans la loi Elan, qu'est-ce que vous voyez comme rupture et qu'est-ce que vous voyez comme continuité par rapport à tout ce qui s'est fait avant? Alors, bon, je la vois comme économiste. J'ai bien compris que dans la loi Elan, il y a des dispositions qui affectent fortement les architectes et je veux les assurer toute ma sympathie. J'interviens dans une formation d'architecte à l'école de Paris-Malaquais. J'ai contribué fort modestement à l'ouvrage que vous a présenté Isabelle Chesneau. Donc j'ai une petite sensibilité sur les questions des architectes. Mais ce n'est pas sous cet aspect-là que je veux parler. Effectivement, pour moi, ce qui me choque dans cette loi, mais dans les lois précédentes aussi, c'est qu'elle repose sur des mécanismes économiques implicites, supposés, ou explicites d'ailleurs quelquefois, mais que ces mécanismes économiques sont faux, sont erronés. Alors, vous avez dit il faut construire davantage pour faire baisser les prix. Ça, c'est le premier, le maître mot du président. On va faire un choc d'offres. Or, ce serait vrai s'il y avait une tension sur le marché. Mais il n'y a pas de tension sur le marché. S'il y avait une tension sur le marché, on n'aurait pas 3 millions de logements vacants. Les logements vacants, pour vous situer un peu l'interprétation économique qu'on peut en faire, c'est comme les chômeurs sur le marché du travail. Alors on peut dire effectivement, bon, 3 millions, c'est 3 millions, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, c'est subjectif. Mais le problème, c'est surtout que ce nombre a augmenté de 50% dans les 10 dernières années. Donc ça veut dire que depuis 10 ans, en construisant 330 000 logements en moyenne par an, avec des pics plus importants certaines années, il y a entre le tiers et le quart de cette construction neuve qui vide l'existant. Alors, attendez, je vous pose, parce que c'est paradoxal ce que vous dites là. Pourquoi ils sont vacants, alors qu'il y a tellement de demandes? Pourquoi ils sont vacants? Parce que, ça c'est l'autre caractéristique du marché du logement, c'est que les logements sont des biens, comme disent les économistes, hétérogènes. C'est-à-dire ils sont tous différents, ils ont une attractivité, une désirabilité différente. Donc les logements qui sont les plus attractifs sont toujours trouvent preneurs, il n'y a pas de problème. Et simplement, ils libèrent des logements qui vont ne pas trouver preneurs parce qu'ils sont moins attractifs. Et donc c'est aussi ça qui fait que ça ne va pas peser sur les prix, on aura simplement des logements vacants dont le prix pourra finalement se retrouver à zéro parce qu'il n'y a pas d'occupants. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans certaines régions. Dans la région, moi je suis lillois, à Roubaix, on vend des maisons à 1 €. C'est le prix de marché pour moi. Ça ne vaut plus rien. Donc, alors, ici, on n'est pas à Roubaix, on est en Île-de-France, donc le problème est à nuancer. Mais pour vous, quand même, vous donner encore quelques chiffres, sur les 5 dernières années, le nombre de logements vacants en France a augmenté de 20%, et c'est vrai qu'en Île-de-France, il n'a augmenté que de 10%. Mais il a augmenté de 20% en deuxième couronne, de 10% en première couronne,
et de 0% à Paris. Donc ça veut bien dire qu'il y a un phénomène de substitution des logements, c'est-à-dire que le flux de construction a redéployé les habitants vers les parties les plus attractives de l'agglomération, c'est-à-dire le centre de Paris. Alors, c'est paradoxal, je suppose qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Moi, je voudrais vous poser un certain nombre de questions à tous par rapport à la loi Elan, qui, par exemple, a envie de simplifier les règles d'urbanisme, de simplifier les normes. Est-ce que c'est bien? Et donc, Sarah Weitheimer, si vous prenez le micro rouge, là, qui est juste pour vous, arrachez-le, voilà. Et donc, est-ce que c'est bien de diminuer les normes pour vous, puisque je rappelle que vous êtes directrice au développement des grands projets à Vinci? Le micro rouge. Fonctionne pas. Alors, voilà, oui. Fonctionne. Voilà. Oui. Voilà. Donc la norme, alors, par rapport au logement privé, il y a quand même relativement peu d'évolution. Les normes concernent surtout le permis de construire pour tenter de résoudre la question des recours. Il faudra voir à l'effet, dans la pratique, ce que ça va réellement changer. L'idée, c'est quand même surtout de la limiter dans le temps, de limiter le jugement sur un délai, mais c'est un objectif qu'on se fixe et il n'y aura pas de pénalité si le jugement dépasse les 10 mois. Et puis, il y a également des évolutions par rapport à la réglementation PMR, pour qu'elles soient les personnes à mobilité réduite. Je voyais vos yeux se froncer. Oui. Donc aujourd'hui, on devait effectivement concevoir des logements qui étaient tous adaptés pour des personnes en fauteuil. Et aujourd'hui, bientôt, seuls 10% de ces logements répondront à ces normes. Les autres pourront être adaptables avec de légers travaux. C'est quelque chose qui va plutôt dans l'air, ce serait plutôt une bonne chose. Après, dans les réformes, enfin, je dis ça un peu. Oui, est-ce que ça ne va pas quand même amener à une baisse de la qualité? Non. Alors. Les professionnels, les architectes seront sans doute plus à même pour le définir, mais aujourd'hui, on voit bien que les tailles des logements sont en fait fonction de la capacité d'achat des ménages. Et je vous coupe, parce que les 3 pièces sont passées en quelques années de 70 mètres carrés à 60 mètres carrés. Si ce n'est pas une réduction de la qualité, ça veut dire que c'est des pièces plus petites, ça veut dire qu'il y a moins de pièces, ça veut dire... Il y a autant de pièces, mais elles sont effectivement plus petites. On peut à peine mettre un lit et peut-être une armoire. Oui. C'est quand même une baisse de la qualité, non? Complètement, mais les ménages qui achètent ces logements vont voir des banquiers qui leur attribuent des emprunts par rapport à leur capacité d'achat. Et c'est en réalité l'augmentation des prix qui conduisent les ménages à se loger dans ces logements-là, effectivement. Je crois que personne n'a la conviction profonde de se dire qu'est-ce que j'aimerais vivre dans un logement de petite taille. Par contre, ce que je disais sur la taille globale de l'appartement qui tend à diminuer parce que les capacités financières tendent à diminuer, au moins si on n'est pas gêné avec cette réglementation PMR, on peut imaginer d'attribuer plus de place dans les séjours, peut-être moins dans les WC et les salles de bain, qui ne sont peut-être pas les pièces dans lesquelles il fait bon vivre. Emmanuel Colbock, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La question du logement, d'abord, on a vu de super belles opérations. Et puis, les choses qui sont dites, c'est faire des beaux logements, c'est simplement faire que les gens sont ensemble. C'est un lieu où on vit. C'est le lieu du repli de chaque individu, le logement. La société se densifie, le système se durcit. Rentrer chez soi, c'est une réelle valeur. Je n'arrive pas à accepter cet argument, je ne vais pas me faire des amis ce soir, mais ce n'est pas nouveau, sur le fait que c'est parce que les ménages ne sont pas solvables qu'on fait des petites surfaces. Je n'arrive pas à dire que c'est ça la vraie vie. Je pense qu'il y a un système financier, vous l'avez annoncé, vous êtes beaucoup plus sachant que moi, et je vais être très naïve dans mes propos, mais je n'arrive pas à croire qu'on ne puisse pas faire un peu de marge, un peu moins de marge sur le foncier, un peu moins de marge dans la promotion, pour avoir un peu plus de surface dans les logements aussi, de faire que le système arrête de faire que ces logements sont tout petits.
L'autre fois, quelqu'un me dit « C'est bien votre logement, madame l'architecte, mais j'ai pas de place pour mettre mes affaires. Vous savez où je mets ma valise ? Dans le coffre de ma voiture. » Donc pourquoi ? Parce qu'on arrive à des logements, vous le savez bien, des 3 pièces qui font 56 mètres carrés, qui font 58 mètres carrés dans la promotion privée, beaucoup moins chez les bailleurs sociaux, d'ailleurs pas chez les bailleurs sociaux. Et donc on ne parle plus de cuisine. On a vu un superbe logement tout à l'heure. Je mesurais juste les chiffres d'il y a 9 ans avec I3F. Donc I3F continue à construire avec une certaine surface intéressante aussi. Mais voilà, le 3 pièces, le séjour faisait 18 mètres carrés, la cuisine 8 mètres carrés, 26 mètres carrés. Aujourd'hui, des séjours font 17 mètres carrés avec la cuisine dedans. Compilation des règles, diminution des surfaces, mais c'est inadmissible. On est en train de fabriquer aujourd'hui des systèmes d'habiter qui sont inadmissibles. Donc j'arrive pas à me mettre derrière cet argument. Je comprends bien, je suis très naïve, puisqu'évidemment, que la marge soit moins importante, ça ne rendra pas les ménages plus solvables, mais c'est tout un système qui est complètement perverti. Et voilà, juste ça. Alors Sarah, si vous pouvez prendre le micro, oui. Donc, je rappelle que vous dirigez la filiale de la RATP Logement. Par rapport à la discussion qu'on a en ce moment, quel regard vous portez ? J'ai un regard je rejoins un peu Emmanuel, parce que je dis toujours à mes équipes, maintenant ils en ont ras-le-bol d'ailleurs, mais je répète toujours, ma maxime c'est il faut un toit pour construire son moi. Et donc c'est excessivement important d'avoir un logement dans lequel on a de quoi vivre, évoluer, et un bâtiment dans lequel on est fier d'habiter. Sur les normes, je pense qu'il y a 2 sujets. Il y a le sujet des normes elles-mêmes, qui, au final, quand on regarde, ne sont peut-être pas si nombreuses que ça. Et puis, il y a l'empilement, Gaylor, des chartes, des règlements, du label Qualitel, de ceci, de cela. Et au final, le logement, comme c'est de la dentelle, je pense que les maîtres d'ouvrage s'arrachent les cheveux. Et heureusement que je ne suis pas architecte, parce que là, je deviendrais folle. Donc il y a aussi tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se retrouve face à un Tetris ou un Rubik's Cube en se disant bon, il faut que je compile tout ça, et donc on arrive à un consensus, et du coup le logement devient un consensus. Voilà, donc c'est un peu malheureux. Quant aux surfaces, ça fait toujours beaucoup de, comment je peux dire, c'est toujours compliqué, et là je vais vous défendre un peu, c'est toujours compliqué de faire des surfaces petites. Je pense qu'on a tous envie de donner de l'espace aux gens qui vont y vivre, que ce soit ceux qui vont acheter, et encore plus ceux qui vont y habiter et qui vont rester chez nous en tant que locataires, puisque je suis bailleur social. Après, il y a le principe de réalité, effectivement, pardon Manuel, mais qui fait qu'aujourd'hui, dans le système actuel, la vente ou les quittances locatives sont trop élevées. Et depuis, parce que je suis passée dans le privé avant, j'étais même chez Morgan Stanley, donc, mais quoi qu'il en soit sur l'immobilier, d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi, alors je parle pour le logement social, mais pourquoi le prix du foncier n'était pas administré de façon très forte, à partir du moment où de toutes les façons la sortie était administrée, de façon à ce que quelque part quand même on garde un niveau d'équilibre financier qui fasse que ce ne soit pas le produit lui-même qui pâtisse d'un ensemble financier. Vous avez entendu le mot là, produit, je le reprendrai tout à l'heure. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, juste en réponse à 2 choses. La première, c'est d'abord, je pense que dans la salle, beaucoup connaissent la société Abix et le retour d'expérience qui est quand même très intéressant, puisque c'est un outil informatique, un logiciel qui permet aux futurs acquéreurs, en fonction de leurs moyens, de la localisation, là où ils souhaitent habiter, là où ils travaillent, etc., de définir leur logement sur mesure, en fonction donc de là où ils en sont dans leur parcours de vie, etc. Et le groupe Vinci travaille beaucoup avec Abix, on a des opérations avec eux sur différentes communes d'Île-de-France. Et le retour d'expérience qu'on a, c'est qu'en fait, dans les communes les plus pauvres, les retours de la clientèle sont sur des logements encore plus petits que les nôtres, que nos normes, notre cahier des charges, et qu'au contraire, sur les communes les plus solvables, la demande est largement au-dessus
avec un logement moyen encore plus grand. Donc en fait, effectivement, on rêve tous de vivre dans un château en Espagne. La vérité, elle n'est pas là. Et ça, c'est assez... voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la question de la maîtrise du foncier et la question des prix de sortie sont intimement liées. C'est-à-dire que dans les communes où il y a des chartes au-delà desquelles nous n'avons pas le droit de vendre, les prix sont plafonnés, de facto, ça plafonne les prix d'acquisition des terrains. Et donc là, effectivement, il y a une plus grande souplesse. Et ce n'est pas par goût sur les marges, parce qu'à quelques promoteurs près qui ont parfois la possibilité de ne pas avoir d'actionnaires et d'avoir des marges un peu réduites. Sinon, on est globalement tous contraints avec exactement les mêmes marges. Et en réalité, l'argent va dans l'acquisition du prix du terrain, parce qu'il y a une course à l'échalote pour pouvoir remporter le foncier. Et donc, pour régler le problème de la taille des logements, il faut régler la question de la maîtrise foncière. C'est intimement lié, et je crois qu'on n'est pas dans un monde... dans lequel les promoteurs aiment faire de petits logements par appât du gain. C'est pas du tout ça. Merci. Serge Contat, vous êtes directeur général de la RIVP. Par rapport au débat, on ne vous a pas encore entendu, donc vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez envie de dire. Alors, je ne vais pas vous dire du tout ce que j'avais prévu de vous dire. Je vais peut-être revenir effectivement sur l'actualité, c'est-à-dire ce projet de loi. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit en introduction, c'est-à-dire changer les choses, ça va être... particulièrement difficile. Moi, j'étais hier à la Fédération des EPL. Là, on avait un ministre qui a parlé du projet de loi. Il y a une chose qui m'a éminemment étonné, c'est effectivement, il y a quelques erreurs d'analyse, je vais y revenir. Et puis surtout, on a un ministre qui a fait de la restructuration industrielle pendant 10 ans. Et je me suis dit, au fond, il n'a pas Voilà, il n'y a pas cette sensibilité. Il y a des choses, il voit ça un peu comme un produit industriel. Voilà. Je vous livre ça, c'est très subjectif. Donc, je crois qu'effectivement, les élus locaux, voilà, les relais parlementaires, etc., pour avoir un certain nombre d'actions, et c'est vraiment, il faut le faire vite. Hein. Enfin, la discussion parlementaire, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, s'il y a des choses à porter, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. La deuxième chose, effectivement, moi, qui me gêne beaucoup dans cette loi, je me disais ça aussi en l'écoutant, c'est qu'au fond, on revient sur plusieurs choses qui sont, je crois, pourtant des acquis très forts. La première chose, c'est qu'à travers, et on l'a beaucoup vécu comme bailleur, à travers les réductions là, de loyers, au fond, quand on pousse le raisonnement, c'est qu'on est en train de revenir à... ce qui était au fond une exigence sociétale portée par tout le monde depuis 1978, c'est d'avoir un standard enfin un logement digne pour tous. Hein, à travers effectivement ce standard, là ce qui est dit sur les aides à la pierre plutôt que des aides à la personne, le postulat de la réforme de 1978, dans lequel on est tous, c'était d'assurer un logement digne à tous. Alors, avec des insuffisances qui nous questionnent quand même. Hein, moi, ça fait un moment que je regarde ça, je suis super mal à l'aise dans tous les boulots que j'ai faits, y compris dans les ministères, de voir que, par exemple, le nombre de SDF, il a doublé dans ce pays, voilà, malgré 2% de l'effort national. Voilà. Il n'y a pas de réponse convaincante à ça, c'est super dérangeant. Enfin, moi, c'est par exemple des débats que j'ai avec... mes études, mes équipes construction. Voilà. Deuxième élément sur lequel qui me gêne beaucoup, sur la norme handicapée. Alors moi, je suis aussi super choqué par ce retour en arrière, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que je pense que c'est une erreur historique. Une erreur historique dans les bâtiments de la RIVP, très fidèle à Paris. Hein. Voilà. On a dans un quart des bâtiments, la moitié des locataires a plus de 75 ans. La moitié, voilà. Ce qui nous attend dans ce pays, c'est un choc démographique. Donc on voit d'ailleurs les maisons de retraite, les hôpitaux qui craquent. C'est ça, c'est le choc démographique du vieillissement de la population. Voilà. Donc est-ce qu'on revient? Alors oui, la norme handicap, elle coûte. Voilà, elle coûte de la surface. Moi, les normes, elles ne coûtent pas. La seule qui coûte, c'est la norme handicap, parce que c'est de la surface et ça coûte. Voilà. Mais je crois qu'il est intelligent, enfin il coûte sur l'opération, mais le coût global sociétal, il est inférieur. Il est inférieur. Voilà. Alors un petit élément d'actualité, voilà, ça c'est les configurations générales que je voulais vous livrer. Maintenant sur l'aspect un peu concours.
les concours, battez-vous là-dessus, battez-vous là-dessus. Pour moi, l'expérience, c'est de maître d'ouvrage. Alors, j'en ai pas 500, mais je préside tous les jurys de concours depuis 10 ans à la RIVP. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de l'intelligence collective, c'est de l'implication des élus. Même sur des petites opérations, on se rend compte que voilà, il y a des choix qui sont faits. Enfin, très bonnes équipes à la RIVP, c'est des crève-cœurs, d'accord. Même une petite opération, il y a 200 candidatures, enfin, il n'y a que des professionnels absolument remarquables, mais on se rend compte que quand même, quand on discute, quand on approfondit, il y a des choix qui sont bons, puis il y en a d'autres qui sont moins bons, et on a un vrai choix. Voilà, donc ça, intelligence collective, ça permet deux choses aussi. Là, ça permet du renouvellement de commandes, parce que de l'achat public, sinon à terme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'achat public? L'achat public, réglementairement, c'est des références. Et moi, je peste régulièrement à la RIVP sur le thème, c'est une prime aux installés. Voilà. Et je pense que notre devoir collectif, à vous, à nous, maîtres d'ouvrage, c'est aussi de donner sa chance à tous. Puis dernière chose, puis j'arrête, oui. Ça permet l'innovation. Ça permet l'innovation, le bois. Voilà, la pierre, on va inaugurer rue Oberkampf, bâtiment en pierre, génial, voilà. Le bois, on n'aurait pas fait ces opérations s'il n'y avait pas eu ces concours. Et effectivement, je confirme, vous donnez le meilleur de vous-même. Une dernière chose, je vais quand même vous titiller un peu. Comme maître d'ouvrage depuis 10 ans, il arrive parfois de m'agacer sur l'exécution. Vous n'êtes pas... Alors nous, on travaille comme entreprise générale. Vous n'êtes pas assez rigoureux sur l'exécution. Voilà. Alors je vous le dis un peu, c'est juste pour vous dire, quand même, il nous a titillé. Mais de temps en temps, alors il y a de temps en temps, parce que le boulot de l'entreprise générale, ils optimisent à fond, hein, vous le savez bien d'ailleurs. Et puis nous, voilà. Donc de temps en temps, il m'arrive de m'agacer là-dessus. Mettez le paquet là-dessus. Sinon, ça sera le ministre. Je vous dis ça parce que c'est super sérieux. Le ministre, il a traduit VEFA, ça. Hein, il a traduit VEFA. Merci. Alors, vous aurez tout à l'heure un petit temps pour pouvoir poser des questions si jamais ce qui est dit vous agace un peu. Voilà. Promis, je vais revenir sur le concours d'architecte, mais d'abord, il y a une chose, parce que vous l'avez utilisé, c'est la notion de produit. Eh bien, moi, j'étais habitué, j'achète ma maison, j'achète mon appartement, c'est un patrimoine, et je n'imaginais pas qu'on pouvait parler de produit. Et donc, je pose deux questions. Pour qui construisez-vous et à quel horizon ? Quand je dis pour qui construisez-vous, la construction est moins bonne. Je vois même que de temps en temps, quand il y a des superbes créations qu'on a faites, c'est-à-dire l'Opéra Bastille, c'est-à-dire l'Arche de la Défense, on voit que ça fout le camp, que les plaquages tombent, qu'il faut des travaux de maintenance, que c'est dégueulasse. Alors que c'est dans des bâtiments pour lesquels on a mis de l'argent énormément, et je me dis, et pour ma maison, comment on fait ? Et la deuxième chose, je me dis, mais pour combien de temps on construit ? Pour quel horizon on construit ? Moi, quand j'avais l'idée de me construire une maison, je me disais, ma maison, elle est pour 100 ans, quoi. Et maintenant, je m'aperçois qu'à partir de 40 ans, il va falloir tout refaire. Alors là-dessus, la réponse, je commence. Là-dessus, la réponse, elle est simple. En particulier, mais je crois que c'est tout le temps vrai. Pour économiser le carbone, mais on construit, et il faut construire pour l'éternité. Enfin, la réponse, il n'y a pas d'autre réponse possible que ça. Voilà. Donc, il faut construire pour l'éternité. Alors, si j'ai employé produit, c'était pour vous dire, je pense que ce qui est dans la tête de notre ministre, Julien de Normandie, c'est produit, mais enfin, en tout cas, pour maître d'ouvrage comme RIVP, vous avez parlé, ou Emmanuel Colbock a parlé du logement, vous l'avez fait beaucoup mieux que moi. C'est tout sauf un produit. Voilà, après, je ne vais pas développer parce qu'il me faudrait beaucoup de temps, mais c'est tout sauf un produit. Sylvie Vandenberg, vous avez parlé aussi du mot produit, j'ai entendu. Oui, parce que c'est quand même une production, donc c'est pas le produit, il peut avoir de la noblesse. Ça n'empêche, j'ai commencé par dire qu'il fallait un toit pour construire son moi, donc je veux dire, il y a quand même un geste de production, que ce soit dans la conception ou après dans la construction. Alors après, j'aimerais bien qu'on construise pour l'éternité, Serge, mais je ne suis pas sûre qu'on en soit capable.
Et alors, en tant que bailleur social, nous, on construit là, pour le coup, pour l'éternité, puisqu'on n'est pas censé vendre, enfin, en tout cas, jusqu'à assez peu de temps, on n'était pas censé vendre. On va être un peu obligé dans la loi Elan. Mais on le finance plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on entretient, on maintient. Et quand on construit un logement et qu'on regarde comment on le finance, on sait que dans nos plans d'exploitation, on a plusieurs fois la valeur de l'immeuble, puisque dans 60 ans, on l'aura peut-être reconstruit en équivalent 1 ou 2 fois. Je sais pas, je pense que dans le Marais, par exemple, si on n'avait pas fait de réhabilitation, il n'y aurait plus rien. Donc il y a aussi une question d'entretien. Après, il y a une question de produit, il y a une question de mode aussi. Qui font que l'Opéra de Bastille est sous-filé, une question d'exécution et de sérieux d'exécution, que ce soit des entreprises, de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage, parce qu'il y a quand même une responsabilité de la maîtrise d'ouvrage aussi. Et puis je reviens sur la question que vous avez posée aussi, ou c'est pas une question, c'était une boutade, en disant, on dit souvent aux architectes, mais finalement, est-ce que vous iriez pas habiter là, vous, voilà. Et là, je pense que c'est aussi la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que il n'y a pas que des mauvais architectes ou des bons architectes, il y a aussi des maîtres d'ouvrage, c'est un partenariat. Donc un architecte, un maître d'ouvrage qui sait faire des logements et qui va travailler sur le logement, il fera des bons logements. S'il n'y a pas ce duo, ce partenariat qui s'inscrit, de toute façon, effectivement, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Didier Cornuel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Et après Emmanuel Kolbock, si vous voulez. D'abord, un petit clin d'œil. Vous remarquerez que ce n'est pas l'économiste qui a parlé de produits, hein, en premier. Bon, je vais en parler, puisque la question est soulevée. Effectivement, l'immobilier, c'est un produit. C'est clair, c'est un bâtiment, c'est une construction sur un terrain. Mais il y a 2 composantes. Il y a la construction, qui est un produit, clairement, qui mobilise de la main-d'œuvre, des matériaux, du temps et donc de l'argent. Et ça, c'est incontournable, parce qu'il faut bien rémunérer les gens, payer les matériaux, etc. Donc cette partie production est incontournable. Mais il y a une autre composante, on en a parlé, qui n'est pas un produit, c'est le foncier. Le foncier, il existe, ou il n'existe pas, vous me direz, mais il existe quand il est libre. Qu'est-ce qu'il a comme valeur? Il n'a comme valeur que celle qu'on veut bien lui donner. Il n'a pas de coût de production. Donc, ce que j'entends dire chez les architectes, par les promoteurs, c'est le prix du foncier, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui reste quand on a retiré des prix de vente les coûts de construction. Donc c'est la variable d'ajustement. Alors vous voyez tout de suite l'impact. Ça ne sert à rien de réduire les coûts de construction. Parce que de toute façon, c'est le foncier qui va récupérer le surplus possible. Donc toute la réduction des normes, de tout ce qu'on croit alléger en réduisant les coûts de production du bâti, puisque c'est bien du bâti dont il est question, n'auront finalement à terme, ça pourra avoir une incidence immédiate bien sûr, mais à terme, ce sera finalement récupéré par une majoration des coûts fonciers. Merci Emmanuel Kolbock. Si vous... Bravo. Donc échec et mat, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Moi, tout est dit là. On peut arrêter le débat. Parce que... Non. Mais sur le logement, construire pour une éternité, oui, peut-être. Mais l'éternité bouge et c'est bien qu'elle bouge aussi. Mais construire pour un temps long, ça certainement. Et je pense que le logement, c'est aussi ce qui est infiniment support de mémoire. On a tous en image l'émotion d'un immeuble qui se démolit, quelle que soit son architecture. C'est infiniment support de mémoire et c'est pour ça que c'est si grave de faire du logement. Et par rapport à ça, aujourd'hui, alors le débat, c'est pas sur la production du logement, mais j'ai envie de dire quand même qu'elle est bavarde, cette production du logement aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs les 2 exemples qui ont été montrés parce qu'ils sont justement dans la simplicité, dans l'humilité, dans la précision, dans la précision de la matérialité aussi, même si les volets bois ont un peu trinqué, on connaît l'histoire, mais ça passe très bien. Et vous vous rendez compte de l'attention qu'il y a sur ce travail-là, et on est en train de nous dire que plus de concours, c'est pas la peine parce que finalement ça va être plus simple, on va gagner du temps. On est en train de nous parler de préfabrication dans cette loi aussi. Qu'est-ce que c'est que ce mot préfabrication là, qui vient sournoisement avec l'idée du logement?
Ça fait un petit retour en arrière dans les années de la reconstruction. On a préfabriqué aussi. Ça s'appelle les projets en rue aujourd'hui, deuxième génération. On casse des bâtiments où les emprunts, on le sait, dans certains cas, n'étaient pas encore conclus. Donc qu'est-ce que c'est ce mot qui arrive là dans la loi Elan? Moi, c'est celui-là qui me fait le plus peur. Parce qu'il y a quelque chose de complètement, me semble-t-il, alors encore une fois, je ne sais pas qui est dans l'Assemblée, tant pis de toute façon, mais quelque chose de lobbyiste au travers de cette loi qui doit arranger bien des personnes, des systèmes, mais qui ne sont pas directement, cette loi, elle n'est pas faite pour que les gens vivent mieux, elle n'est pas faite pour qu'on baisse le foncier, elle n'est pas faite pour que justement ce vivre ensemble soit réellement en place, elle n'est pas faite pour loger des gens qui sont de plus en plus dans la rue. Quand j'ai fait le travail avec d'autres sur la norme handicapée, qui a donné lieu à ce rapport qu'on a remis en 2012, qui a servi un peu, je me souviens d'un débat vers le Sénat où quelqu'un disait, je ne sais plus qui, mais c'était dans une instance sérieuse, respectable, que la crise du logement était à peu près équivalente à celle d'après la guerre. Et c'est cette situation qui est complètement dingue dans laquelle on est. Donc qu'on aille nous faire chier, il n'y a pas d'autre mot, à retirer les concours, pour nous les architectes, qui est un élément important, parce que s'il n'y a plus de concours, ça va être encore plus difficile de pouvoir accéder à ce travail. Les maîtres d'ouvrage, vous allez certainement avoir vos quelques équipes d'archi avec qui vous allez bien travailler, je ne sais pas, mais en tout cas, tous les maîtres d'ouvrage ici sont d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne idée de les annuler, ces concours. Je ne comprends pas ces lois. Je ne comprends pas, on va chercher des choses là où justement il y a une réelle compétence, il y a des réels projets de qualité, il y a des innovations. On est à l'envers de l'hiver avec cette loi. Et sur pas l'éducation handicapée, mais les réglementations handicapées, 3 messieurs sont venus à l'agence pour me demander de nouveau de travailler là sur la simplification des règles handicapées. Donc ce n'est pas encore fait cette histoire. Je refuse, parce que j'en peux plus de ce chapitre. Mais ce n'est pas du tout encore fait, de toute façon. Et c'est un sacré retour en arrière quelque part, parce que puisqu'on parle de cassable, et qu'évidemment c'est cassable, une cloison qui est en BA13 ou qui est en placopan, c'est largement cassable et adaptable. Et donc, le plus embêtant dans cette réforme, c'est qu'ils parlent de quotas, qui quelque part peut être une bonne idée, mais je les connais un peu, les associations handicapées. Donc, le temps qu'ils se mettent d'accord sur ce mot quota, je pense que l'eau va couler sous les ponts encore. Alors, je voudrais qu'on aborde le problème du concours, puisque ça a été évoqué. Moi, je vais me faire l'avocat du diable pour dire que le concours, 1, il prend du temps, 2, c'est lourd, 3, c'est difficile à rentabiliser quand c'est sur des petites opérations de 20 logements. Quelqu'un m'a dit, sur 20 logements, j'amortis pas un concours d'architecte. Et donc, qu'est-ce que vous avez à répondre quand on vous dit, c'est lent, c'est lourd, c'est compliqué, et en plus, ça coûte cher? Alors, c'est long. La réponse, c'est non. Les délais sont assez courts. Je reprends ce qui a été dit. C'est vraiment un argument très fort sur cette intelligence collective qui nous permet rapidement de choisir la bonne option. Voilà, juste pour l'anecdote, pas très loin d'ici, il nous est arrivé de faire une fois son concours. C'était avant mon arrivée d'ailleurs à la RVP. Puis le maire, il n'était pas là. Il a dit ce projet, j'en veux pas. Voilà. Et donc, on a relancé en fait un concours. Voilà. Donc, voilà. Cette intelligence collective, c'est une plus-value, mais essentielle. On vote à la RIVP, alors on a un code électoral qui est oral, mais on vote à bulletin secret à la fin. Voilà, ça libère complètement la parole. Il y a des arguments qui sont échangés, il y a des échanges, etc. Et je vous assure, c'est vraiment une intelligence collective formidable. Ça gagne du temps. Voilà. Et après, j'allais dire, en coût global, il ne faut pas oublier qu'au fond, il y a une formule un peu simple, c'est que le coût global d'un bâtiment, il est presque inversement proportionnel à la matière grise, et j'allais dire aussi à la sensibilité qu'on y met. Il ne faut jamais oublier que dans la dépense immobilière, quand on regarde ça sur une période assez longue, en coût global, la partie immobilière, c'est à peine la moitié. Le reste, c'est les charges, évidemment, et puis il y a aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire la fiscalité, etc., etc. Et donc, si vous dépensez un peu plus en investissement, vous regagnez, mais sur les charges, sur l'intelligence, enfin, vous regagnez sur tous les postes.
Voilà. Donc je pense que faut être plus ambitieux. Si on est minimaliste, je pense que c'est un peu le meilleur système à l'exception de tous les autres, là un peu comme la démocratie. Mais je pense qu'il faut être même plus ambitieux que ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie valeur ajoutée, y compris d'ailleurs encore une fois sur des petites opérations. Sur des petites opérations, je vous dis cet aspect matière grise. Et puis dans les concours, ça a été évoqué tout à l'heure. Eh ben, tout le monde donne le meilleur de soi-même. Voilà. Alors, Sarah Weitheimer, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, il y a eu la référence aux préfabriqués. Oui. Alors, sur la question du concours, moi, j'ai jamais été sur le sujet de la loi MOP. En revanche, j'ai beaucoup d'autres expériences du concours. D'abord, j'en avais organisé avant de devenir promoteur. Et aujourd'hui, j'y réponds. Et parfois même, j'en organise en tant que promoteur, puisque les élus ou les aménageurs qui nous ont cédé le terrain nous demandent d'organiser un concours d'architectes. Donc il y a un peu toutes les formes sur cette question du concours. C'est sûr que c'est très stimulant, que les réponses qui sont apportées sont souvent plus intelligentes que le cahier des charges. Donc c'est effectivement, moi j'aime souvent dire aux équipes avec lesquelles je réponds à un concours, hein, quand on est en position d'être candidat, je me souviens que lorsque je les organisais, c'était vrai à 80% des fois, celui qui gagnait, c'était celui qui avait dérogé, qui avait pris le risque de déroger au cahier des charges et qui avait trouvé la bonne idée. Et donc qui allait au-delà et qui... Voilà, donc ne jamais hésiter effectivement à être dans cette posture. Et c'est vrai que du coup, s'il n'y avait pas eu de concours, s'il y avait simplement une réponse directe à la commande, peut-être qu'on aurait pu dépasser la commande, mais pas forcément. Donc oui, le concours, très bien. Après, je me demande pourquoi il a été supprimé dans cette loi, le reproche qui lui est fait d'être trop long, trop coûteux. Est-ce que dans ce cas-là, ne pas réfléchir à modifier sa forme pour entendre cette critique? Mais le supprimer, c'est évidemment pas la bonne réponse. Sylvie Lindberg. Oui, alors en tant que filiale, mais même de toute façon, même si je n'étais pas filiale de la RATP, un peu comme Serge, on fait beaucoup de concours d'architecture. D'ailleurs, il y a l'exposition Pavillon de l'Arsenal, là, Habiter plus, habiter mieux. Il y a 6 des opérations de logis de transport qui sont issues de concours, qui sont exposées. Moi, je trouve regrettable que plutôt que de tirer l'ensemble vers le haut, on nivelle par le bas, c'est-à-dire qu'on supprime les concours pour les bailleurs sociaux qui étaient les seuls vers lesquels c'était obligatoire et qu'on ne rende pas le concours obligatoire pour tout le monde. Parce que c'est un vrai moment d'échange sur la ville avec l'élu. Je veux dire, moi, j'ai plusieurs fois des élus, des maires qui m'ont expliqué leur ville pendant le concours. Des architectes qui vous expliquent aussi pourquoi ça, et on voit qu'ils ont compris. Et tout d'un coup, effectivement, il y a quelque chose qui surgit. Il n'y a pas toujours, c'est pas toujours le cas, il n'y a pas toujours un projet qui ressort, mais c'est toujours très intéressant et très constructif, très enrichissant, et ça ne fait que gagner en qualité, y compris d'ailleurs dans la compréhension du projet par le maire, par les élus, par le maître d'ouvrage, et donc ça donne ça forme une équipe qui aussi permet d'aller après, pendant la présentation en concertation aux riverains, la construction qui est beaucoup plus constructive. Alors quand même, Serge a 60 000 logements, alors peut-être qu'il peut faire des concours sur toutes les petites opérations. J'ai un petit sujet sur... Pardon, je voudrais préciser une chose. Je pense aussi qu'il y a un discours qui fait qu'on dit que les concours sont trop longs et trop chers. Alors trop long, ça c'est pas vrai, parce qu'une fois qu'on a pris une méthodo en route, ça déroule, et là je rejoins Madame tout à l'heure de 3F quand elle disait que ça allait assez vite et que finalement ça prend pas plus de temps qu'au contraire d'ailleurs, puisque du coup ça permet de choisir un projet qui a été pensé, déjà élaboré. Je pense que c'est un argument qui a été pris pour éviter que les bailleurs sociaux ne soient en maîtrise d'ouvrage directe et nous obliger à passer en VFA, parce que soi-disant la VFA c'est plus rapide parce que ça évite le concours. Donc ça c'est très spécieux. Et je reviens sur mon idée qui était de dire il doit manquer à mon avis un échelon pour les petites opérations. C'est-à-dire qu'on est soit rien du tout, c'est-à-dire le choix de l'architecte sur son book
soit le concours qui du coup est très lourd. Et c'est vrai que quand on a une opération, et j'ai des bailleurs sociaux qui me l'ont dit, hein, qui ne sont pas pro-concours, parce qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, qui m'ont dit mais finalement ça coûte cher quand on a une opération qui fait 10 logements, on rémunère les architectes correctement, en tout cas c'est a priori comme ça que font les bailleurs sociaux et certains promoteurs, et donc je trouve qu'il y aurait un stade intermédiaire. Je me suis fait retoquer par l'ordre des architectes d'ailleurs il y a 3-4 ans, parce que j'avais demandé sur une toute petite opération, je m'étais dit bon, je ne vais pas demander quelque chose de lourd, d'abord parce que ce sera lourd pour les archis que je vais choisir et qui vont répondre. Et donc j'avais demandé une note d'intention architecturale avec 1 ou 2 croquis, voilà. Mais des croquis des croquis. Pas, je voulais surtout pas de plan de niveau, voilà. Et puis j'ai reçu, j'ai donc sélectionné les architectes et j'ai reçu un courrier de leurs architectes qui me disait que j'avais pas le droit de faire ça, que si à partir du moment où je demandais quelque chose de dessiné, il fallait que je demande ça et ça, et qu'il fallait que je paye ça et ça. Donc du coup j'ai plié, j'ai dit bon allez, vous m'envoyez vos books, on va choisir comme ça. Et je trouve que pour le coup, si vous voulez convaincre à un moment donné tous les maîtres d'ouvrage, les emmener avec vous, il faut que vous trouviez entre le book et le concours avec c'est quand même assez lourd, hein, y compris pour vous quand vous travaillez. Sur des petites opérations, il faut trouver un élément de souplesse. Et il faut inventer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Merci. Alors, vu le temps imparti, je vous propose, si vous le souhaitez, de poser quelques questions à nos intervenants. Des questions très courtes, de façon à ce qu'on puisse en prendre plusieurs et que ceux qui le souhaitent puissent répondre. Voilà. Oui, alors, on va prendre un qui est là. Voilà. Et oui, question courte. Oui, la loi Elan s'attaque surtout à la loi MOP. Et qui dit loi MOP dit mission complète. Et vous n'en avez pas du tout parlé, alors que moi, ça me paraît être le problème principal, quoi. Parce que ça veut dire que sinon, l'architecte, il ne fera plus que le permis de construire la plupart du temps, quoi, puisque les VFA se développent de plus en plus. Merci. Là-bas, une question. Oui. Oui, vous vouliez poser une question, oui. Merci d'être court. Oui, c'était pas particulièrement par rapport à la loi Elan, c'était juste une question pour réagir à un sujet évoqué par Mme Van der Beek, c'était sur les VFA. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, la quantité de VFA est absolument majoritaire dans la production de tous les maîtres d'ouvrage. Et donc, moi, j'entends parler de 80-90%. Non, j'exagère peut-être. Enfin, en tout cas, j'entends des chiffres qui me font peur et qui... Enfin, ça me paraît être un sujet à éclaircir. Merci. Autre question ? Oui, monsieur. Oui, Jean-Michel Daquin, je suis conseiller de l'ordre. Je m'adresse à Didier Cornuel. Vous avez parlé tout à l'heure des 330 000 logements vacants. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi ils sont vacants. Il y a une question, j'ai bien compris, de situation. Il peut y avoir une situation de précarité énergétique, il peut y avoir une situation que c'est des logements qui ne correspondent pas au mode de vie d'aujourd'hui. Donc le travail de l'architecte, et quand on parle de créer des logements, ce n'est pas seulement faire du logement neuf, c'est aussi réinvestir l'existant, et réinvestir l'existant en apportant une valeur ajoutée qui est justement de créer l'évolutivité, de répondre au mode de vie d'aujourd'hui, de créer les aménités urbaines qui n'existent pas aujourd'hui. Donc oui, le logement vacant, c'est une réalité, mais en même temps, c'est un terreau, c'est un terrain pour intervenir. Merci. Encore une ou deux questions. Oui, monsieur ? Oui, Régis Gullon, je prolonge la question de Jean-Michel. L'autre question, c'est de savoir où sont ces logements vacants. Je pense qu'ils sont beaucoup plus à la campagne qu'en centre-ville. Merci. La première en devant. Oui. Voilà, oui. Je voudrais juste redire qu'effectivement, la question essentielle, je pense, c'est la mission complète. Je suis totalement d'accord avec Christina et Conrad, et que je pense que notre intérêt à tous, mais également notre intérêt de maître d'ouvrage, c'est absolument pas d'affaiblir la maîtrise d'œuvre, c'est au contraire d'avoir une maîtrise d'œuvre plus présente, plus forte et plus compétente parfois en exécution, effectivement, parce que c'est parfois un souci, mais que notre intérêt, c'est au contraire que la maîtrise d'œuvre soit fortifiée et pas qu'elle soit cassée comme elle l'est aujourd'hui. C'est pas du tout notre intérêt de maître d'ouvrage. Et ce n'est pas du tout notre intérêt de citoyen, d'usager et d'habitant.
Allez, une ou deux dernières questions. Oui. Voilà, monsieur et madame. Allez, merci. Voilà. Juste une question de détail. Vous avez parlé des mauvaises exécutions, notamment les RIVP. Je veux dire, la question, c'est qu'il faut simplement donner la mission d'exécution aux architectes, si vous voulez qu'ils s'occupent des détails. La plupart du temps, on ne l'a pas. Et madame? Bonjour, c'est sur la question de construire pour toujours. Et je me suis posé la question plusieurs fois. Non, c'est bon, on vous entend bien. Voilà. Et si on peut vraiment imaginer aujourd'hui de construire pour toujours, alors que les cycles de technologie évoluent tellement rapidement, les modes de vie changent si rapidement et la manière dont la société est construite change également. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant de construire pour toujours? Allez, une dernière, juste devant vous, là. Allez, c'est la dernière. Voilà. Après, vous aurez la parole. Je déroge à la règle parce que je suis juste devant vous, donc j'en profite. Et parce que c'est la même question sur le construire pour toujours, dont on parle de temps en temps. J'ai l'impression qu'en fait, on n'a jamais construit pour toujours, puisque même les châteaux ont été démontés pour faire d'autres trucs. C'est la matière qui est réutilisée, c'est pas le bâtiment qui reste ad vitam aeternam. Merci. Alors, il y a un peu autre chose quand même, c'est pas que de la matière. Installer un bâtiment et qui plus est un bâtiment de logement dans la ville, encore une fois, c'est un morceau de vie. On passe devant un bâtiment, on habite là, on n'habite pas que son logement, on habite la rue, on habite le quartier. Il y a un support réel dans l'architecture. Cette temporalité-là, je vous trouve un peu raide de dire ok, c'est de la matière, quoi. La jeune génération, vous êtes terrible, parce que vous êtes vachement investis dans la matière. Je sors de l'école d'archi de Belleville, là où j'enseigne, et cet après-midi, il y en a un, c'est pareil, il m'a sorti un truc comme ça. Ok, vous avez raison, il faut recycler, il ne faut pas gâcher, mais soyons un peu dans la philosophie aussi, dans l'intensité de la vie, de la ville, et de ça, quoi. C'est un peu rapide. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre doit répondre? Oui. Didier Cornuel, je voudrais répondre d'abord sur l'exécution. Serge Contact comme moi-même, on est loi MOP, donc toutes les exécutions, enfin nos archis ont toutes les missions complètes. Donc quand ça Serge se plaint un peu de l'exécution, je pense... Oui, je parlais tout à l'heure des bons maîtres d'ouvrage. Moi, je pense que la RIVP est un bon maître d'ouvrage, donc je pense qu'ils doivent regarder ce sujet-là. Non, mais j'entends, je vous entends, je suis d'accord avec vous. Il y a de temps en temps, effectivement, des positionnements entre le maître d'ouvrage, l'entreprise générale et les maîtres d'œuvre, architectes et BET, qui sont, faut pas oublier non plus la place des BET, qui sont un peu difficiles à tenir. Maintenant, je pense qu'il y a aussi certains architectes qui ne sont pas forcément toujours autant investis de leur mission sur l'exécution que ce qu'ils pourraient l'être ou devraient l'être. Voilà. Je reviens sur les VFA parce que ça me tient beaucoup à cœur. Ça fait 15 ans que je me bats contre les VFA, mais j'étais un peu toute seule au début. Les VFA, elles représentaient 20% il y a 5 ans de la production de logements sociaux. Sur l'Île-de-France, c'est passé à 50% et ça va passer à 60-70%. C'est clair et c'est simple, je veux dire, les aménageurs aujourd'hui, et je ne vais pas leur jeter la pierre parce qu'ils sont comme nous, il y a beaucoup de transferts de missions de l'État, des collectivités, qui elles-mêmes, enfin bon, bref, c'est un système qui veut ça, que les aménageurs aujourd'hui ont beaucoup de choses à faire, donc ils trouvent plus simple de confier un macro-lot à un promoteur. Voilà, quel promoteur a charge pour lui de vendre en FA un bailleur social. Donc moi, aujourd'hui, la production que je fais en production directe en tant que maîtrise d'ouvrage, et Dieu sait si en plus j'ai des équipes qui aiment ça, et on considère que c'est notre métier, que on entretient bien ce qu'on a construit. Et d'ailleurs, de toute façon, on construit mieux, mais on construit mieux quand on construit en direct que ce qu'on reçoit en VFA. Parce qu'on a beau donner des cahiers des charges précis, de toutes les façons, c'est jamais pareil que quand on construit nous-mêmes, parce qu'on sait que dans le détail, il va falloir faire ça là, on change un peu, et puis on sait très exactement les produits qu'on met en place. Et on a des retours de notre gestion qui font qu'à un moment donné, on peut aussi, on change de marque, enfin bref. Je ne vais pas vous faire un coup, parce que là, vous êtes, à mon avis, autant persuadés que moi. Donc je suis de toutes les façons très inquiète sur la façon dont nous, bailleurs sociaux, on va pouvoir continuer à exercer cette partie-là de notre métier,
nos deux piliers. Moi, je dis, on a le temps long, c'est le bâtiment. On construit, on entretient, on maintient. On a le temps court, c'est l'habitant. Il faut lui répondre tout de suite. Il y a des petites réparations à faire. Voilà. Et sur ce temps long, là, on est en train de se faire manger une grande partie, qui est la partie de construction. Et c'est très regrettable parce qu'effectivement, du coup, on n'a pas la main complètement sur l'organisation du bâtiment, sur son organisation dans la ville. On n'a pas la main sur ce qu'on met en place, sur ce qu'on construit. Et du coup, voilà. Moi, je suis très triste de ça. Merci. Qui veut prendre la parole? Oui, Didier Cornuel. Oui, un mot sur le construire pour toujours, si je puis me permettre de dire une chose. Une information. Les statisticiens de l'INSEE ont calculé l'espérance de vie des logements pour déterminer les comptes de patrimoine. C'est 120 ans. Et alors, c'est pas l'éternité, mais c'est quand même... On s'en rapproche. Et de fait, quand on voit le fond de l'habitat de nos villes, ça date des premières constructions en dur, en fait. En gros, c'est ça. Donc, ça peut durer assez longtemps, finalement. Alors même que les configurations des logements intérieurs ont beaucoup évolué. Enfin, les besoins, plus exactement, les pièces en enfilade dans les immeubles du XVIIIe siècle, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait adaptées à l'usage moderne, mais ça fonctionne quand même. Bon, je reviens sur la vacance. C'est 3 millions de logements vacants. Donc, pourquoi il y a des logements vacants? Parce qu'il y a trop de logements. Il y a pléthore de logements, tout simplement. Contrairement à ce qui est l'intuition... Moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a pléthore de logements. Mais non. Attendez, je vais terminer. Vous avez dit vous-même tout à l'heure, les marchés sont extrêmement hétérogènes. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas... Non, mais je suis désolé de vous interrompre parce que c'est vraiment le genre, excusez-moi, de bêtises qu'on entend dans la bouche de certains ministres. Vous l'avez d'ailleurs vous-même, vous entretenez la contradiction. Vous avez dit vous-même, il y a des marchés extrêmement hétérogènes. Les biens sont hétérogènes. Oui, il y a des endroits, effectivement, avec la démographie, il y a des endroits, effectivement, où on a une vacance quasi structurelle parce qu'on n'a plus de démographie, cette espèce de grande diagonale aride qu'on a en France. Mais sur la région Île-de-France, par exemple, on a un déficit structurel de demande. Un divorce, par exemple, c'est 1,7 logements. Voilà. Donc, simplifiez pas le débat comme ça, parce qu'après, on se retrouve avec des ministres qui ont des raisonnements absolument simplistes et ça conduit à des erreurs profondes de raisonnement. Donc, vous êtes professeur d'université, attention à l'énoncer des choses. Je vous invite à regarder les chiffres. J'ai été directeur général de l'ANA dans ma vie professionnelle précédente. Mais j'ai été directeur général de l'ANA, j'ai monté un plan avec un ministre qui s'appelait résorber la vacance. Donc c'est des choses qu'on a regardées de manière très fine. On a publié le premier atlas de l'habitat sur les logements vacants. De grâce, ne formulez pas ça comme il y a trop de logements en France. De même que la formulation construire 500 000 logements était un peu idiote. Parce que je pense qu'il faut construire des logements là où il y en a besoin, mais ne simplifiez pas les choses d'une manière aussi absurde. Je vais essayer de finir quand même. Voilà. Je vais prendre un pays que tout le monde connaît, qui n'est pas et qui va servir de référence. C'est pas l'Allemagne, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a exactement le même nombre de ménages que nous, mais ils ont 6 millions de logements en moins que nous. Donc ils arrivent. Je suis encore désolé. Je suis encore désolé. Je pense qu'on ne pourra pas vous mettre d'accord. Alors, moi, je m'élève rigoureusement contre l'idée qui est formulée telle que vous venez de le faire. Ces comparaisons n'ont aucun sens. Alors, voilà. Nous avons bien compris. Je veux bien discuter avec vous sur des... Nous avons bien... Non, mais la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est quoi? C'est que quand vous dites des choses comme ça, c'était le secteur de la construction se débrouille, on n'investit plus. Voilà, et on laisse ce secteur. Mais c'est pas possible de formuler ça comme ça publiquement. Je pense que nous ne pourrons pas vous mettre d'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des logements vacants
Et effectivement, la question de l'arbitrage entre la construction neuve et le traitement de l'existant et la remise sur le marché des logements existants me paraît entièrement posée. Moi, je vous propose que vous continuiez la discussion autour d'un verre quand on aura terminé. Alors, Emmanuel Colbog, vous vouliez... Je ne sais pas, le débat est vif, je ne vais pas rentrer non. dans ce Alors, débat-là. vous concluez. Voilà. Ah ben non, et après, je donnerai la parole à Christine Lecomte. Ouais, enfin, oui. Du coup, conclure, là, je suis un peu embarrassée, mais je voulais revenir sur la remarque de Christina Conrad et d'autres, sur... en tout cas, en entendant tout ce qu'on dit sur le logement avec des super maîtres d'ouvrage, un peu tout va bien dans ce système, sans parler de la loi Elan en particulier, mais bon, travailler ensemble. Maintenant, la loi MOP est en train d'être en difficulté. On entend dire, et j'en entends souvent, qu'on n'est pas assez bon sur nos chantiers. Je voudrais quand même redire, alors peut-être sans aller jusqu'à la mission d'exécution, mais redire ce que tu as dit sur la difficulté financière qu'on a pour suivre nos chantiers. On n'est pas assez payé, c'est très clair, on n'est pas assez payé. Les entreprises sont de moins en moins bonnes pour suivre leurs chantiers parce que les conducteurs de travaux, il n'y en a plus, les conducteurs d'opération. Donc on fait un boulot à la place des autres, on se paye effectivement des synthèses qu'on ne se payait pas avant pour 0 centime en face parce qu'on est tous hyper motivés, hyper attentifs à ce qu'on fait et qu'on travaille pour des maîtres d'ouvrage qu'on respecte et on a envie de faire notre travail bien. Mais la situation est extrêmement fragile, plus que fragile pour les agences d'architecture sur la question du logement. Et pourtant, c'est un sujet que je ne lâcherai jamais, c'est un sujet magnifique. On a beau coincer beaucoup de choses, les réglementations, les surfaces, il n'empêche que, vous le dites vous-même, vous avez 3, 10, 20 réponses et toutes des réponses différentes. Donc on est capable de faire très très bien tous ensemble, mais dans peut-être de meilleures conditions financières pour les archis aussi. Merci à tous, je vous propose de les applaudir. Voilà. Et je vais demander maintenant à Christine Lecomte, la présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes en Île-de-France, de me rejoindre pour prendre la parole. Alors, soit ici, soit là-bas, comme vous souhaitez. Ouais, ça va être très solennel, hein, après un débat un peu houleux sur la fin, mais je vous remercie tous d'y avoir participé. Moi, je retiens 3 mots principalement, ambition, urgence et alerte. Alors, on va peut-être commencer par le dernier. Alerte, alerte parce qu'effectivement, on est dans une situation quand même assez embarrassante. Hein. On nous supprime quelque chose qui fait consensus quand on est un acteur responsable de la qualité du patrimoine de demain. Urgence parce qu'on se rend compte qu'en même temps d'un besoin de construire dans certains endroits ou pas, voilà, le débat est un peu... On a quand même une urgence de construire mieux. Et nous, on le voit, parce que la qualité, notamment dans la promotion privée, on va dire classique, dans des endroits de zones un peu détendues, c'est une catastrophe. Et ça, on est obligé de le lancer et de le redire. Donc il y a une urgence à remonter la qualité et à surtout pas la baisser. Donc ça, c'est alerte et urgence. Le 3e mot, c'est le mot que vous avez dit ce soir, et je crois que c'est Serge Contat qui l'a dit, c'est ambition. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait dans ce mot-là quelque chose d'important et qu'il fallait le retenir et qu'il fallait qu'on le porte. Parce qu'un logement est un logement, qu'il soit public ou privé. Il peut être mutable, adaptable, changeable. On sait que c'est même la qualité du bâti qu'on doit construire actuellement, mais aussi une ambition commune et collective et qu'on ne porte pas seul. Il faut arrêter de penser que les architectes sont isolés, que nous sommes les seuls à savoir. On nous l'a dit ce soir, on a réussi à ne pas trop crier quand on nous a dit qu'on n'était peut-être pas bon sur les chantiers, mais admettons certaines critiques, on a le droit. Nous, on critique bien les autres, donc admettons qu'on nous critique, même si c'est pas forcément ce qu'on pense, il faut se parler. Donc se parler, ça veut dire qu'à un moment donné, on est en capacité d'écouter l'autre, et c'est extrêmement important. Je retiens quand même aussi 2 choses qui sont essentielles et qui ne sont pas dans la loi, c'est le coût du foncier. Et l'ambition de cette loi, ça aurait été de regarder en face cette problématique liée au foncier, qui me semble essentielle. Et puis l'autre qu'a bien souligné Jean-Michel, c'est l'absence de la réhabilitation au cœur de cette loi, alors qu'elle est dans d'autres lois portées par d'autres ministères, et donc quid de l'interministériel dans une loi sur le logement, puisque le logement, ce n'est pas simplement l'aménagement du territoire, c'est notre culture, c'est notre intimité, c'est les matériaux de demain, c'est l'économie de la France, c'est le patrimoine, et tout ça, ça ne peut pas être géré que par un seul ministère. Donc, à mon sens, il y a une vraie ambition interministérielle à porter. Et ça se ressent notamment dans l'absence de la réhabilitation. Alors,
Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est que la loi 77 sur l'architecture, dans son article 3, spécifie bien qu'il faut donner à l'architecte les possibilités de cette loi. C'est-à-dire que la loi est d'intérêt public, on doit garantir la qualité des ouvrages de la construction, et l'article 3 dit on doit pouvoir fournir à l'architecte les conditions de cette qualité. Donc moi, ce que je demande au gouvernement, c'est d'offrir dans cette loi la possibilité des fondamentaux de la condition des qualités. Si on n'a pas ces fondamentaux, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, il y a certainement quelque chose qui est extrêmement important, et c'est encore plus pour ça que je remercie nos invités d'être là, et Monsieur Le Shaker particulièrement, parce que je pense qu'en plus des maîtres d'ouvrage, on a besoin des élus, parce que les élus qui s'investissent, qui sont là à nos côtés, ce sont des gens qui vont monter au créneau, qui vont faire le lien entre ceux qui habitent le territoire, les architectes et les maîtres d'ouvrage. Et cette fabrication de la culture commune, elle ne peut pas se faire si on nous interdit d'avoir les lieux de cette culture. Et les lieux de cette culture, eh bien, le concours s'en est un. C'est une porte vers la culture commune du logement, de l'habiter, et de la question qu'on se pose sur qu'est-ce qu'on a envie pour construire notre intime. Comme vous disiez, rentrer chez soi, ça a une réelle valeur. Donc il y a vraiment une importance là-dessus. Donc pour conclure sur ça, concrètement, 3 actions sont menées à l'ordre là, qui vont dans ce sens-là. 2 actions, une parlementaire avec la fabrication d'amendements, et je remercie le Conseil national avec Valérie Ficoto, sa vice-présidente, et Christina Conrad en charge du logement d'être présents avec nous. Le CNOA va porter des amendements que collectivement on peut imaginer, et ensuite que le CNOA va juridiquement et transférer et faire porter pour qu'on ait une unité de parole. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est effectivement ce travail d'action vers les ministères, c'est-à-dire qu'on va continuer à aller voir les personnes du ministère pour leur lancer cette alerte. Donc il y a l'action ministérielle, l'action parlementaire. Et la troisième chose, et là je me tournerai vers tout le monde parce qu'on est en recherche de cette action qu'on va faire ici en Île-de-France, c'est que le 17 mai, il y a une action nationale qui va être faite, qui est portée par toutes les associations, le ministère, le Conseil national, pas le ministère, le Conseil national de l'ordre, sur cette alerte par rapport à la loi Elan. Et je pense qu'on sera plus fort si on arrive à porter des messages communs avec des maîtres d'ouvrage, avec des élus. Et c'est vraiment ce jour-là, alors qui arrive un petit peu tard dans le débat, mais c'est pas à la fin du débat. Le débat, il est jusqu'au bout au Parlement. C'est comme ça qu'on a eu la loi LCAP. Donc c'est jusqu'au bout, il ne faut jamais lâcher. Et en même temps, voilà, cette loi, ce 17 mai est extrêmement important. Voilà, donc j'en ai fini. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes aussi mobilisés. Il y a un verre qui nous attend après, et il y a de la musique pour nous détendre, parce que bon, la loi MOP, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut savoir fermer et vivre ensemble. Merci.